Bonsoir à tous, et oui, on est ensemble, il est 18h12 très précisément, et on est là pour revenir sur ce match de l'équipe de France. L'équipe de France est donc qualifiée pour les quarts de finale, ça y est, c'est fait. Alors vous allez nous dire, vous aussi sur le chat, ce que vous avez pensé de ce match, parce qu'il nous a laissé un petit peu mitigés, nous, personnellement. C'est vrai que voilà, le résultat est là, 3-1 finalement, voilà, ça rend plutôt bien sur le papier, mais est-ce que la France vous a rassuré? Est-ce que vous trouvez qu'elle a bien joué? Vous allez nous en parler. Et aujourd'hui, un casting. Hier, c'était 3 étoiles. Je vais dire aujourd'hui 4 étoiles pour le casting du jour dans cette émission. On commence par Scipion qui est là. Comment ça va, Scipion? Bah écoute, ça va super bien. On a assisté à un grand match de Kylian Mbappé, c'est vrai, qui bat encore plus de records. J'avais échangé avec un tweetos la dernière fois qui me disait: est-ce que tu penses un jour qu'on pourra battre le record de Juste Fontaine et 13 buts? Je lui dis oui, lui il va le battre en plusieurs compétitions, mais peut-être qu'il va le faire en une Coupe du Monde, qui sait, parce qu'il est vraiment tellement lancé. Il a encore du chemin quand même. Il y a encore du chemin, mais peut-être dans 4 ans, pourquoi pas. Ok, non, mais en tout cas, tu m'as l'air bien en forme, et surtout le Pronogate, apparemment, tes souris. Je pense que on va y revenir, parce que là, il y a de la casse. Là. Alors, on va en parler en fin d'émission. Il y a Kanto qui est là avec son magnifique pull. Comment ça va, Kanto? Bah écoute, ça va, mitigé entre la victoire de l'équipe de France et le fait que mon my match se fasse tuer à la 97e pour un penalty qui a été retiré. Voilà, c'est allait faire marquer Lewandowski. C'est scandaleux, mais c'est à l'image de l'arbitrage de ce match-là qui est le seul point noir du match. L'arbitre a été catastrophique et j'espère qu'on le reverra plus pour la suite de la Coupe du Monde. Ah ouais, à ce point-là. Pense au but qui a été refusé pour Antoine Griezmann et qui me permet pas de passer mon my match. Tu vois, oui, c'est pareil, non, mais c'est même pas uniquement par rapport au but, c'est que j'ai trouvé l'arbitre globalement mauvais en fait tout le match. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de l'arbitre de la rencontre. Il y a Bruce Granet qui est là aussi. Comment ça va, Brux? Salut les gars. De retour. Ouais, un peu comme Kanto, j'avais mis pour passer mon my match, j'avais mis du coup la France prend pas de but et Giroud buteur, tout était passé et je me suis fait niquer à la fin, donc un peu déçu, mais sinon tout va bien. Ah bah c'est bien. En tout cas, on te sent bien en forme aujourd'hui, Bruce. Et pour cette émission, on a un invité qui est avec nous, un invité exceptionnel, qui nous fait le plaisir de passer ces 2 heures ou presque ensemble. C'est Vince Caille qui est là. Vous allez le reconnaître. Vous l'avez même déjà reconnu. Comment ça va, Vince? Ça va super, merci beaucoup. Moi, j'ai pas parié, donc ça va. Je suis content qu'on ait gagné. T'es tranquille. Moi, je suis tranquille. 3-1, ça fait plaisir. Victoire et qualification. Toi, t'es le seul qui va bien. Alors, raconte-nous là, comment ça se passe en ce moment? Comment va la vie, Vince Caille? Excuse-moi. Comment va la vie en ce moment? Comment va la vie? Ça va très bien. Ça va très bien. Là, juste avant de venir, j'étais au match du Vince KFC. Moi, c'est devenu mon quotidien. Enfin, je veux dire. C'est vrai. En tout cas, tous les week-ends, souvent, je suis sur les terrains. Là, c'est la D4, c'est un peu plus bas niveau compétition que la Coupe du Monde, mais c'est cool. Ça a donné quoi? On a fait match nul contre les deuxièmes, ils sont vraiment très très bons, et sur un terrain pelouse hiver. Un bon champ de patates. Un bon terrain district, ouais, quoi. On peut pas créer de jeu, c'était quasiment que des ballons longs, et on a égalisé en plus juste en rentrant après les vestiaires, donc c'est cool parce que souvent on n'est pas très bon dans les reprises. Non, très très cool, et 1-1 c'est bien, et on est potentiellement premier si on a des matchs de retard. Donc voilà, tout va bien avec le Vince KFC. Ah ben on est très content. On va en parler tout à l'heure. On va prendre un peu des nouvelles de tout ce que tu fais en ce moment sur les réseaux. Mais en tout cas, merci d'être avec nous et de revenir justement sur cette Coupe du Monde. Voilà, on est tous fans de foot, vous le savez, donc ça nous fait plaisir de te recevoir. Alors, petit mot juste avant de commencer l'émission. Déjà, je vous le dis, vous le savez, notre partenaire Winamax nous accompagne. Et tout d'abord, je commence par vous rappeler que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Si vous n'avez pas 18 ans, si vous avez 17 ans et je sais pas moi, 364 jours, ça passe pas. Vous pouvez pas parier, très simplement. Et surtout, si jamais vous décidez de parier, eh bien, faites-le en étant raisonnable, en étant raisonné aussi, et en vous mettant des limites. Kanto, c'est ça, c'est d'essayer de se mettre des limites, des petits budgets juste pour s'amuser.
Ouais, exactement. Le but, c'est de vibrer et de rajouter un petit peu d'émotion sur les matchs et non pas de se ruiner. Donc, comme je le dis chaque jour, il faut avoir un budget, soit pour une compétition, soit un budget mensuel, mais surtout ne pas le dépasser. Et ben voilà, c'est parfait. Sinon, le petit bonus de bienvenue que vous offre Winamax depuis qu'ils nous ont rejoints, c'est très simple. C'est votre premier dépôt sur le site winamax.fr qui vous est doublé en pari et gratuit. Et ça, c'est jusqu'à 100 €. Voilà, si vous voulez parier jusqu'à 100 €, vous pouvez le faire. Et vous avez ce petit bonus avec le code ORGE10 qui vous permet d'avoir 10 € en plus. On parlera aussi tout à l'heure de notre nouveau partenaire qui nous a rejoint la semaine dernière. Allez messieurs, on enchaîne, on commence avec le point bleu ou même le débrief de ce France-Pologne. C'est parti, jingle. Alors, comme on le disait en introduction d'émission, alors c'est vrai que c'est un match qui nous laisse pas perplexes, mais en tout cas mitigés, parce qu'on a vu des choses un petit peu moins bonnes que d'autres. On a vu par moments l'équipe de France un petit peu souffrir. Bruce notamment, ce moment où il y a cette triple occasion incroyable de la Pologne. En tout cas, ce match nous laisse pas complètement rassurés par rapport à l'équipe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement, toi ? Après, pour moi, la France était bien au-dessus à la base. C'est vrai qu'on était tous d'accord pour dire que la Pologne était peut-être le qualifié qui avait fait la moins forte impression parmi les huitièmes de finale, en tout cas parmi ceux qui étaient qualifiés. Après, c'est des huitièmes de finale, les compteurs sont remis à zéro, il faut toujours se méfier de ça. On l'a vu avec l'Argentine hier contre l'Australie, c'était pas si simple que ça. Et là, on l'a vu, c'est vrai qu'on a eu pendant un moment, on est bien rentré dans le match, je trouve. On était plutôt bien sur les 15 premières minutes. Après, il y a eu un moment d'un peu de flottement où tu sentais que les Polonais commençaient à prendre un peu confiance. Ils se disaient pourquoi pas finalement. Et ils commençaient à sortir un peu plus, à combiner sur le côté, notamment le côté à Koundé, où il y avait souvent des espaces. Et puis, tu avais aussi la défense, notamment Yoris. C'était pas très serein derrière, je trouve. Et du coup, ça, il le sentait. Mais à un moment, il y a la fameuse double, triple occasion. On est tout proche de prendre l'ouverture du score. Donc voilà, un peu inquiétant à ce niveau-là, où c'est vrai qu'on a eu un petit moment de flottement, et c'est vrai que derrière, c'est pour ça que moi je disais, potentiellement, je ne sais pas qui on va jouer au prochain tour, on verra. Peut-être l'Angleterre, si la logique est respectée, peut-être le Sénégal, après on verra. Mais je pense que ça peut être un peu dangereux. Moi je préférerais voir Konaté derrière, je persiste et signe que je préférerais voir Konaté qui est vraiment très en forme, physiquement et tout, je le sens très bien. Donc, contre les Anglais, on sait que physiquement, ça va être une bataille de tous les instants. J'arrive à me demander, Varane, je l'aime bien, mais j'ai pas l'impression aussi qu'il est à 100%. Et je pense qu'un Konaté, ça pourrait être assez rassurant contre les Anglais, potentiellement, si on les joue. Mais en tout cas, pour revenir au match, on s'est fait un petit peu peur. Et puis après, la lumière est arrivée. Très belle passe de Mbappé pour Giroud. Non, la frappe de Giroud n'est pas évidente, mais la passe d'Mbappé, elle est vraiment pas simple. Il faut jouer vite. En plus, c'était un moment où on était un peu dans le dur. Donc, c'était important de marquer, notamment avant la mi-temps. Et puis après, Mbappé, c'est vraiment l'endroit du terrain où il se sent le mieux quand il peut faire sa petite enroulée comme ça. Mais elle n'est pas évidente à mettre, mais je trouve que c'est celle qui maîtrise le plus. Quand il a un peu plus dans l'urgence, qu'il doit tirer vite, c'est plus compliqué. Mais quand il a un peu le temps comme ça, il a déjà son truc en tête et qu'il peut placer sa fameuse parce frappe. que tu vois même les Polonais commencer à revenir et tout, mais tu sens qu'il sait déjà ce qu'il veut faire. Il l'adore parce que c'est pas la première fois qu'il la met premier poteau, notamment où tu te dis le mec il va enrouler, il l'a mis premier poteau, il peut varier, mais en tout cas quand il est dans cette position et qu'il a le temps d'armer un peu comme il veut, celle-là il la maîtrise parfaitement. C'est sa position préférentielle. Celle-là il l'adore et souvent ça fait très mal. Donc voilà, Mbappé super match, on est en quart de finale maintenant, on verra au prochain. Non, mais justement, ça se passe bien. Quanto, je voulais peut-être qu'on parle des secteurs de cette équipe de France, des secteurs de jeu. Quel est celui qui t'a le plus inquiété aujourd'hui ? Est-ce que c'est plutôt la défense, le milieu de terrain, l'attaque ? Peut-être le milieu de terrain où on a senti un Rabiot qui était un petit peu éteint pendant une bonne partie de la première mi-temps notamment. Antoine Griezmann où on a eu beaucoup de difficultés à le trouver. Souvent il avait tendance peut-être pas à se cacher, mais en tout cas il était bien verrouillé par les Polonais. On sentait que Tchouaméni c'était peut-être le seul qui avait un petit peu la possibilité de toucher des ballons et de jouer un petit peu au foot pour le coup. Donc c'est cette première période où le milieu de terrain m'a fait un petit peu peur pour le coup. En fait, si la première période n'est pas grandiose du côté de l'équipe de France, c'est surtout dû à cette capacité ou cette non-capacité qu'on a eu à ressortir les ballons proprement et mettre le pied sur le ballon. On a vu des gros temps forts au-delà de la 20e minute de jeu où les Polonais ont su un petit peu reprendre les devants dans le match. Donc, peut-être ce milieu de terrain parce que finalement, Mbappé et Dembélé ont fait quand même pas mal de travail. Giroud, avec assez peu d'occasions, est arrivé à se mettre en valeur. Défensivement, Varane ou pas Mécano, on sait que Varane, dans les relances à la tête, il y a eu quelques relances un peu approximatives. Il y a eu Koundé qui était quand même
principale peur de ce match-là. Lloris aussi à un moment qui était pas... Loris aussi avec ses prises de balle. 2 fois, il a eu 2 trucs bizarres. Mais, un peu fébrile. Mais ouais, en fait, je vais dire le milieu de terrain parce que j'ai pas envie d'englober toute la défense. Mais c'est vrai que le milieu et même la défense n'ont pas été grandioses. Théo fait pas un match grandissime, ou en tout cas surtout pour la première période. Koundé a été dépassé en première. On a senti un Lloris qui était pas en pleine confiance. Donc ouais, j'ai envie de dire ce secteur milieu-défense, surtout sur la première, ou derrière en deuxième, on a été un peu plus solide. Alors, Vinsky, moi j'ai envie de revenir peut-être un peu plus sur l'équipe de France, mais de manière un peu globale, parce que du coup, bon, voilà, c'est la première fois que tu viens nous parler de la Coupe du Monde pendant cette période. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de France ? Est-ce qu'elle te donne l'impression, et tu pourras aussi donner ton avis sur ce France-Pologne, mais est-ce qu'elle te donne l'impression qu'on peut réitérer l'exploit de la gagner une nouvelle fois ? Bah ouais, alors c'est vrai que bon, comme un peu tout le monde, au début j'étais un peu inquiet par toutes les blessures. On a appris après Benzema qui pouvait pas participer, etc. Peut-être qu'il pouvait, finalement il pouvait pas. Donc voilà, c'est quand même pas mal de coups durs. Et même surtout moi c'est le milieu de terrain, parce que je me suis dit il y a quand même beaucoup d'interrogations, notamment Tchouaméni. Tchouaméni c'est un joueur, il peut nous faire un Mbappé de 2018. C'est qu'en fait pour moi lui il faut qu'il explose dans cette Coupe du Monde vraiment, parce que sans milieu de terrain fort tu ne peux pas gagner une Coupe du Monde. Et je me suis dit bon, Tchouaméni il va avoir un rôle très important. Pour l'instant il fait une très bonne Coupe du Monde. Moi j'aime bien son rôle. Donc pour moi ça sera l'une des clés pour aller au bout si on y va. Donc oui, pour répondre à la question, je pense qu'on peut le faire. En plus on l'a vu dans cette Coupe du Monde, tout est vraiment possible. Il y a plus vraiment il y a presque plus de logique. Enfin, c'est vraiment sur le match. Tout à l'heure on en parlait juste avant l'émission avec Bruce, mais c'est les petits détails. On sent que vraiment tout le monde, beaucoup d'équipes peuvent la gagner. Ça se jouera à des moments précis. Il faut que les mecs comme Mbappé, qu'ils soient lucides et qui marquent des buts comme il a mis ce soir. Évidemment. Donc non, franchement, la France impressionnante. Même si je rejoins ce que vous avez dit, la défense c'est pas non plus Fort Knox. Et je suis d'accord aussi avec Bruce. Moi je suis plus pour Konaté. Avec Varane, même si est-ce que les deux, je sais pas s'ils ont joué beaucoup de fois ensemble, peut-être qu'il y a un moins bon lien avec Upamecano, j'en sais rien. A priori, Varane et Konaté, ils avaient joué contre la Tunisie, non ? Le dernier déjà, non ? C'était pas ça. C'était cette charnière déjà, Oui, effectivement. Ils ont joué 1 heure ensemble. 1 heure ensemble, voilà. C'est voilà, ça. donc bon, bref, après ça se joue à pas grand-chose, mais c'est vrai que la défense, ça reste toujours le petit point comme ça. Peut-être aussi il y a le rôle du milieu, mais bon. En tout cas, on a une bonne équipe sur le papier. Ça joue bien, on met des buts, ça fait plaisir. Je te sens quand même assez serein. Sur le chat, ça réagit beaucoup au fait que j'ai dit que Rabiot fait pas une bonne première période. Sincèrement, j'ai du mal à voir où vous avez trouvé Moi, perso, je suis d'accord avec toi. La bonne première période de Rabiot. Rabiot par rapport à l'apport. Après, c'est la France qui a eu un moment où ils étaient un peu dans le dur. Mais pourquoi la France ? Parce que défensivement, t'arrivais pas à ressortir les ballons parce que t'étais dépassé, et parce qu'au niveau du milieu de terrain, t'avais des joueurs qui n'avaient pas le même impact qu'habituellement. Rabiot, j'ai pas dit qu'il faisait un match catastrophique. J'ai dit que Rabiot, par rapport à ce qu'il faisait habituellement, la première période a été de bien moins bonne facture que le Rabiot qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde. Et sur ça, sincèrement, si vous n'êtes pas d'accord avec ça et que vous avez trouvé que Rabiot était un patron, un taulier au milieu de terrain en première période, sincèrement, moi, j'ai pas vu de patron en première période au niveau du milieu de terrain de l'équipe de France. Moi, je suis assez d'accord avec Kanto par rapport à... C'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France en ce début de Coupe du Monde. Mais ça, c'est incontestable. Là, je suis en train de parler de la première période, uniquement la première période où la Pologne a pris le dessus sur la France, ou du moins où la France n'a pas proposé grand-chose. Je parle de la première période, je parle pas depuis le début de la Coupe du Monde. Ça moi, c'est le petit côté de Rabiot qui me gêne un peu, et on le voyait déjà même parfois avec le Paris Saint-Germain, c'est que parfois il a tendance un peu à se cacher. T'as la sensation que le mec, quand ça commence à se compliquer, quand ça commence un petit peu dur là, je te dis, moi je reviens à ces matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il y a certains matchs où il passait vraiment à côté. Cette Coupe du Monde. Non, mais pas du tout, Bruce. Moi je te parle de ce match-là. Justement, heureusement qu'il est là au milieu pour le coup. Pour moi, c'est notre taulier du milieu. Ah non, moi je te parle pas de la phase de poule. La phase de poule, c'est un des meilleurs joueurs et de très loin. Là, moi je te parle de ce match-là. Rabiot, j'ai eu la sensation qu'à certains moments, on le trouvait plus sur le terrain. Je l'ai trouvé un petit peu transparent, mais ça remet pas en question les qualités qu'il a actuellement. C'est juste qu'il y a des matchs où tu passes un peu à côté. Et je trouve personnellement que oui, il se montrait pas assez en fait. On le voyait pas. Et il y a ce moment où on a souffert qui était quand même assez criant. Et Rabiot, j'ai trouvé que il s'est un petit peu laissé engloutir par ce moment-là. Donc personnellement, moi je suis assez d'accord avec Kanto. Je rejoins Kanto. J'ai l'impression que c'est un peu lié au profil de Rabiot. J'ai l'impression que même, c'est un très bon joueur. On sait qu'il peut faire des choses folles, mais il y a des moments, il a des petits moments de creux. Mais j'ai l'impression que c'est un peu. Ça a toujours été un peu comme ça avec Rabiot, j'ai l'impression. J'ai pas suivi aussi à la Juventus, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu. C'est ce truc-là, c'est ce mauvais côté de Rabiot que j'ai cru revoir là sur ce match-là. Après, c'est un crack, on le sait tous. Oui, après les gars sur le chat, faut pas s'exciter. Si je dis ça là maintenant, c'est mon avis. Dans le chat, ça a écrit
Et vous inquiétez pas, c'est un des meilleurs joueurs qu'on ait aujourd'hui. Dans le chat, ça a écrit oui, mais Rabiot il fait une bonne deuxième période, mais mettez de l'eau spray ou des cotons-tiges. Depuis tout à l'heure, on parle de la première mi-temps de Rabiot qui a été un petit peu effacée au moment où l'équipe de Pologne avait pris le dessus sur l'équipe de France. Et on n'est pas en train de parler des 90 minutes, on n'est pas en train de parler du match. Donc, quand on dit une phrase, essayez de l'écouter du début, à savoir de la majuscule. Ça attaque parce qu'une phrase, je ne sais pas si vous êtes tous allés trop longtemps à l'école, mais une phrase commence par une phrase commence par une majuscule. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point, messieurs, dames. Voilà, c'est ce qu'on apprend au CP. Merci. Kanto ici, si vous l'attaquez sur le chat, c'est sûr que vous allez le trouver. Ce qui est bien, par contre, c'est que Rabiot, il a retourné l'opinion publique. C'est là où on s'en rend compte. Exactement. Ah oui, il a convaincu était... tout le monde. Ces derniers temps, il était en forme, mais même aux yeux des Français, où à un moment, il n'avait pas une grosse cote, notamment quand ça c'était fini peut-être avec le PSG. Et c'est comme un peu Giroud aussi ces derniers temps, où tu as l'impression, pour le coup, plus personne n'a rien à dire. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire que les mecs font le boulot. Non, mais c'est un joueur qui a fermé en l'espace d'un an 2 fois la porte à l'équipe de France et au PSG, ce qu'on avait rarement vu. Et oui, son passage à Juventus est un peu contrasté, mais on l'a souvent dit, c'est un joueur qui est en fin de contrat. Il veut se montrer. Voilà, on sait qu'il y a des négociations. Lui, il vise peut-être mieux. Vous avez parlé de Manchester United l'été dernier. Ouais. Là, il est en train de faire une Coupe du Monde d'un joueur qui a envie d'avoir une autre carrière, une autre trajectoire. Parce que On c'est dirait vrai un taulier. Oui, il a changé. franchement, c'est un mec sur qui, pour l'instant, on est obligé d'avoir un petit peu de regret. On le ressort très souvent. Son match en 6 contre le Barça en 2017. On s'en souvient tous. Qui a été énorme. Et là, aujourd'hui, il avait un rôle à assumer, c'est-à-dire c'est le leader du milieu de terrain par l'âge et par le vécu. C'est le seul qui a déjà vécu une grande compétition internationale. Il n'y a pas Pogba et Kanté, qui était un duo formidable pendant 6 ans. Et honnêtement, franchement, je trouve que pour le moment, il prend super bien le relais. Kanto l'a dit, il peut avoir un petit bas sur la première période contre la Pologne, comme le reste de l'équipe. C'est ça, comme il le s'est reste très, de très l'équipe. bien, il s'est très bien réveillé au retour des vestiaires. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est un des tauliers de Deschamps. Et franchement, il y a 4 ans, c'était pas du tout évident qu'il le devienne. Voilà, il a gagné sa place pour longtemps, je pense. Ah oui. Ah bah là c'est clair qu'il a marqué des points. On va continuer à faire l'évaluation des joueurs justement, Bruce, et tu nous reparleras de Rabiot, tu nous donneras toi aussi ton avis. Scipion, je voulais que tu gardes la main très rapidement, juste pour nous dire si tu as trouvé qu'aujourd'hui ça tournait bien, qu'il y avait du fluide dans cette compo de l'équipe de France. Est-ce que pour toi il n'y avait pas peut-être des choses qu'il aurait fallu changer, faire des changements un peu plus tôt Qu'est-ce que tu en as pensé ? En fait, c'est un peu le même match contre le Danemark, à savoir on a vraiment dominé. Et il y a eu, on va dire, 15 minutes de flottement. Contre le Danemark, c'était autour de la 75e. Là, c'était aux alentours de la demi-heure de jeu. Pour le coup, là, on n'a pas encaissé de but à ce moment-là. Ouais. La double occasion de Zinski qui ne rentre pas au fond. C'est très paradoxal parce qu'il y a eu un gros temps fort au début, beaucoup de corners. Et puis ensuite, ça a été plus on va dire, des contres, du jeu en une touche de balle, très bien exécuté. Et pour le coup, je trouve que ça tombe bien. Après, forcément, on va y venir parce que Kylian Mbappé sort du lot. C'est un joueur qui va encore beaucoup rater sur cette compétition. C'est un joueur qui est individualiste sur certaines actions. Oui. Il va frustrer. Mais honnêtement, c'est tellement un bonheur de l'avoir en équipe de France parce qu'il va te faire le petit déclic, Ça aide. la petite chose La supplémentaire dont tu as première besoin. passe, moi, c'est le truc que je retiens le plus de lui dans ce match. Là, Au-delà tu de vois. ses débuts qui sont beaux, mais la passe, on sent qu'il est plus complice Tu avec vois. Giroud et tout. Et c'est ce qui décante la situation plutôt que de forcer pour marquer le premier but. Tu vois, la passe, elle est importante. Elle est vraiment Le jeu très le belle, sa demande, passe. et là pour le coup il a bien Voilà. respecté ça. Et pourtant, tu vois, sur TF1, ils ont dit pendant 1 heure, ça a été la seule passe échangée entre Giroud et Mbappé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus énormément trouvés. Donc faut bosser ça. Mais je trouve que dans le jeu de transition, cette équipe de France, elle est quand même redoutable. Et en plus, l'équipe de Pologne, on s'attendait à ce qu'elle pose le bus. Elle s'est plutôt découverte, hein, honnêtement, par rapport au match de l'Argentine, c'était plus intéressant de leur côté. Et honnêtement, les Bleus ont su profiter de ça. Les deux buts de Mbappé, c'est une action où ça va très vite. Et quand il déclenche, voilà, ça fait la différence, quoi. C'est ça spécial, tu l'as dit. Honnêtement, il sait très très bien se mettre dans cette position-là. Et je pense que dans la tournure, la fluidité, ça peut être un peu mieux construit défensivement. On sait qu'avec Koundé, ce sera jamais parfait. Faut vivre avec, parce que Pavard, mentalement, il est au fond du trou. On va pas mettre Dizazi, parce qu'on a vu son match contre la Tunisie. On va pas inventer un Verretou, un Gendouzi latéral droit. Il est capable, Didier. On sait Il peut jamais. nous créer quelque chose. Hein. Donc voilà. Ah mais là il bougera pas, Coman je pense. latéral droit. Je rigole, mais il avait fait piston Coman et piston. tout, ouais. Mais franchement, c'est peut-être anecdotique, mais Koundé avec ses chaînes et tout, c'est le genre de détail à très Ouais, très ça haut veut dire niveau. beaucoup pas en normal, vérité. ça, Ça ouais. veut dire beaucoup. Je sais pas, est-ce que ça pas l'a perturbé, mais je sais pas, c'était tellement bizarre de voir un joueur pro avec des chaînes. Ouais. J'ai pas suivi. Et aujourd'hui là En fait, oui, pendant deux chaînes. 40 En fait, il minutes, est Koundé arrivé avait deux avec chaînes en or. Ah, c'est la première mi-temps, j'étais dans la voiture, du coup j'ai pas. Ouais. Ah d'accord, il avait des chaînes. Mais vraiment Ouais. plus des chaînes apparentes. C'est bizarre, Et ça. l'arbitre s'en est rendu compte genre 5 minutes avant la Pour un mi-temps. pro, normalement, c'est. je sais pas, Oui, ça- t'enlèves, Tu joues en district tous les week-ends. Ouais. Voilà, tu sais ce que c'est. Ouais, c'est fou, ça. L'arbitre, Ok. il est très tatillon là-dessus. Ah, il a dû. Et un corps arbitral, je pense. C'est à qu'ils vont l'image se de son remonter match en entier à l'arbitre. Hein. Mais pour moi, c'est c'est- quand il est par Ah oui, on en mi-temps. parlera de l'arbitrage. Ça veut dire quoi, Koundé, c'est. Je
dis pas que t'es mangé peut-être par la pression, ce que tu veux, tout ce qui se passe autour, mais c'est quand même des trucs des fois qui trahissent pas. C'est un peu bizarre, tu vois, d'oublier ça. Alors que Je suis d'accord avec vous. c'est peut-être aussi l'événement qui fait que. Il a tellement la pression. C'est ça, je pense, il y a de ça. Ouais. Alors, messieurs, on va continuer à évaluer le match des Bleus. On va continuer à parler des joueurs individuellement et aussi, bien sûr, de l'arbitrage. Mais juste avant. Il a fait ça pour les caméras. Il vit pour les caméras. Comme Kanto, il vit pour les caméras aussi. Franchement, sur le coup, voir un joueur avec des chaînes comme ça limite, tu sais, on refait dans les années 80. C'est parce qu'en quoi. fait, il y a un C'était précédent. ultra Je sais plus, c'est dans le foot, en NBA ou je sais pas quoi. Peut-être le chat va s'en rappeler. J'ai un précédent d'un truc comme ça que c'est arrivé. Et du coup, le joueur ou je sais plus qui avait expliqué qu'en fait, il était tellement pris dans le truc qu'il oublie des détails à la con. Tu sais, tellement le mec, peut-être, il a la pression avant le match. Je sais plus c'est qui. J'avais vu un truc similaire. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça me fait penser à ça. Moi, j'en ai un. C'est Michael Madar qui perd sa fameuse gourmette sur un terrain et qui passe son temps alors que le jeu est là à la chercher quoi. Lunaire, mais c'était les années 90, c'est notre époque. Sentimental. C'est ça. Alors, juste avant, messieurs, c'était Hamilton apparemment en Formule 1. Comme on vous l'a dit, on a été rejoint donc par un nouveau partenaire sur Hors-Jeu la semaine dernière, qui nous aide à progresser et à améliorer l'émission. C'est NordVPN, donc vous l'avez vu depuis le début. Vous avez bien sûr une offre de bienvenue là aussi sur le site. Donc vraiment, merci à eux de nous accompagner. Et puis attention, parce que NordVPN, ça peut vraiment être un vrai allié dans cette période de Coupe du Monde. Alors vous savez comment ça marche, NordVPN. C'est très simple. C'est un logiciel en fait qui vous permet de changer votre localisation, de changer votre adresse IP où que vous soyez dans le monde. Donc c'est plutôt pratique. Et ce qui est cool, c'est que si vous êtes à l'étranger, par exemple, vous pouvez localiser votre connexion sur un serveur français et donc pouvoir, par exemple, accéder à MyTF1 et pouvoir voir les matchs de l'équipe de France si vous êtes à l'étranger. Mais ce qui est cool, c'est que si vous êtes en France aussi, vous pouvez aussi vous connecter sur un serveur qui vous permet de vous localiser en Belgique et là d'avoir accès à la RTBF, par exemple, une chaîne qui diffuse tous les matchs de la Coupe du Monde en intégralité. Donc pour ceux qui, par exemple, peuvent pas payer des abonnements par-ci par-là, ça vous permet de voir la Coupe du Monde. Mais c'est pas tout, Kanto. Ouais, c'est pas tout. Comme tu le dis, déjà ça permet de pouvoir voir ces matchs gratuitement parce que c'est pas le cas en France. Donc c'est déjà une énorme chose. Il va y avoir un lien qui est disponible dans la description, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou sur nos diverses plateformes de podcast. Et en plus, le petit truc qui est sympa, c'est qu'on peut se connecter sur 6 appareils. Donc il va y avoir les tablettes, il va y avoir les téléphones, les PC portables. Donc voilà, on sait qu'on a tous beaucoup de comptes et de tablettes. Donc voilà, c'est l'occasion de faire ça. Et c'est une offre qui est en plus satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc finalement, pendant la durée de la Coupe du Monde, ça n'engage à absolument rien. Et on peut tout simplement essayer cette offre-là qui est plutôt sympa. Et voilà, vous avez toutes les infos dans le chat et dans le petit bandeau qui s'affiche. Merci les amis. On enchaîne, on revient maintenant sur ce match de l'équipe de France et on va maintenant passer plutôt à une évaluation un petit peu plus globale des joueurs de l'équipe de France. Vinska, je me tourne vers toi. J'ai envie que tu me dises un petit peu quels ont été tes tops et tes flops dans ce match. Quels ont été les joueurs qui, pour toi, se sont vraiment démarqués et quels sont ceux qui sont peut-être passés un peu plus à côté? Bon, déjà, au niveau des tops, on va mettre la logique, bien sûr, avec Kylian qui a été très précis, qui a fait beaucoup de choses, qui a été très actif. Surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est il est précis, en même temps, ses frappes, elles sont tellement puissantes parce que Chesney, c'est un des meilleurs gardiens depuis le début de la Coupe du Monde. Et il peut rien faire sur les frappes que lâche Kylian. Donc, vraiment, c'est incroyable. Donc, là, je surprends personne en disant que Kylian a été très bon aujourd'hui. Les flops, Koundé, c'est vrai que c'est. Ouais, je sais pas, parce qu'après, des équipes un peu plus fortes, est-ce qu'il va réussir à tenir le poste? C'est vrai que Koundé m'a fait un peu peur sur quelques actions, même si c'était c'était moins bien en première mi-temps, en deuxième, parce que moi je n'ai pas vu la première, donc je sais pas si pour moi c'était surtout la première. J'ai l'impression qu'en seconde, comme la Pologne a vu que ça tournait. C'est ça exactement, moi j'ai pas vraiment vu, mais j'ai surtout écouté à la radio pour la première. Voilà, après non, Rabiot, ça va, non, Rabiot, ça va, c'était plutôt bon. Après, les tops, Griezmann, intéressant. Dembélé, il y avait l'action totale parfaitement. Il manquait toujours une petite partie. Souvent, c'était soit le début où il percutait bien et après le choix à la fin était mauvais, ou alors un peu le contraire. Mais c'est vrai que des fois, les choix, pas forcément très bons de la part de Dembélé dans le dernier geste. Mais après, j'ai bien aimé parce qu'il percute et au moins il se passe quelque chose. Tu sais, quand il a le ballon, ça va accélérer. Il va se passer des trucs parce que même s'il perd le ballon, au final, il y a des joueurs qui sont. C'est quand même un joueur qui est capable d'amener un petit peu de magie dans une rencontre. C'est ça. Ils sont assez. Enfin, c'est pas tous les jours que tu as des joueurs comme Dembélé, c'est genre très rare. Donc. Vraiment, moi je suis hyper content qu'il puisse être à ce niveau-là en équipe de France parce que là il fait une super Coupe du Monde aussi là-dessus.
Il est très bon, voilà. Après, je sais pas, je vais vous laisser pour la suite pour les flops après, ou quoi. c'est ce que tu as vu. Yoris, j'ai pas trop vu, parce que c'est surtout la première mi-temps, je crois. Moi, je l'ai pas vu comme je l'ai dit. Oui. Il paraît que Yoris a relâché un peu des ballons. Après, en même temps, il fait l'arrêt sur Zelinski, c'est lui qui tire, Zelinski. Ouais, c'est ça. Ouais. Zelinski, Après, je crois que c'est puis, sur ouais. lui. Je sais pas si C'est c'est facile ou Varane, pas. c'est Varane qui arrête ensuite, qui fait le sauvetage. D'accord. Mais la frappe, elle est un peu sur lui ou c'est vraiment un arrêt de ouf? Ah, Pas la pour- première, elle est plutôt sur lui, mais il Ouais, il a quand même le il est réflexe vraiment de- super concentré pour le coup. Quoi. Après, c'est Yoris, ça reste toujours Yoris. Moi, je peux pas cracher sur des gens comme Yoris parce que voilà, Non, mais après, je comprends. tu connais, enfin, je veux dire, c'est le taulier quand même. Donc, oui, bah, forcément, il va peut-être avoir des petits moments dans le match où il va faire un geste un peu moins bon, mais non, en général, on compte quand même, enfin, on a confiance en Yoris, je pense. Ouais. Donc voilà, après, non, j'ai pas vraiment d'autres flops là-dessus. Hein. Bah après, t'es pas obligé d'avoir des flops si tu Ouais. n'as pas vu de joueur. que Non, tu veux- je tu réfléchis, mais non, ça va. Oui, bien Très sûr, bien. j'ai même pas dit, excusez-moi, j'ai même pas dit top Giroud, bien sûr. J'ai même pas dit top Giroud. L'évidence. Quand J'ai même. même pas dit top Giroud, je suis désolé, j'ai tellement oublié. Meilleur En plus, buteur il de bat l'histoire le de l'équipe de record. France, du coup, maintenant. Alors voilà, je sais pas dans le chat, là, il y en a qui vont être contents, pas contents. Ça, c'est il y a des gens qui sont pas contents, qui sont pas contents que Giroud soit le meilleur buteur de l'équipe de France. Mais Giroud, bien sûr, top parce qu'il est hyper intelligent. Ouais. Le contrôle porte-manteau qu'il a lâché à un moment donné, bah d'ailleurs, c'est sur, il y a but après. Ouais, Oui, il y a but, ouais, c'est ça. but C'est après, l'action donc, qui Sur amène, le troisième but. Ouais. C'est le deuxième ou le Le troisième? deuxième, C'est le deuxième deux plutôt, ou- je crois. Je crois que Je c'est sais le plus du tout. deuxième. Je crois Non, que c'est le deuxième. C'est ouais. le deuxième, C'est c'est le le deuxième parce que Ouais. c'est Dembélé ensuite. Dembélé ouais. qui l'a C'est ça, décalé exactement. sur, après Mbappé, pour ouais. Kicks, ouais. Donc voilà, la petite retournée qui n'a servi à rien, mais qui est quand même belle. Ah, Voilà, le pour, petit geste. le Ouais, petit voilà, geste. pour TikTok, c'est pas mal. Donc, non, franchement, non, Giroud, ouais, grand respect. On aime pas, mais en tous les cas, grand monsieur, résilience de fou. Il s'est pris beaucoup de critiques ou quoi. Ouais. Il est revenu et je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens qui, parfois, ça peut être un peu dur dans la vie, mais franchement, les mecs comme Giroud, voilà, c'est un truc de fou. Il a travaillé et ça paye aujourd'hui. C'est Très cool. bien. Non, mais c'est assez clair. Mm. Alors, Bruce, tout à l'heure, Kanto était pas trop fan du match de Rabiot, moi non plus. La Est-ce que première tu serais- mi-temps. Est-ce que la première période Tu vas- Les tu vas gars, pas- vous tu vas aimez pas- pas tu vas pas Rabiot, commencer, mais toi aussi. Tu sais très bien. Tu vas pas commencer, toi aussi, On ça. est fatigué, quoi. Tu peux pas dire qu'on aime pas Rabiot. Non, mais Incroyable. je voulais savoir si toi, t'étais prêt à le mettre dans tes tops, par exemple. C'est quoi tes Il tops a et tes fait, flops? pour moi, il a fait son match. Hein. C'est peut-être pas son meilleur match depuis la Coupe du Monde, mais il a émis la barre très haute aussi. Franchement, pour moi, C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on est peut-être mais déçus c'est- aujourd'hui. Dans Peut-être pour ça. l'ensemble, dans cette Coupe du Monde, c'est un des tout meilleurs joueurs français. Donc pour moi, il fait encore son job. C'est Rabiot, quoi, rien à dire. Pour moi, c'est très précieux. Il est partout. Il sait faire énormément de choses. Il est déterminant au milieu de terrain. Pour moi, c'est notre meilleur joueur au milieu. Donc voilà, Rabiot. Notamment en première, très bon en première. Rabiot, pour moi, Vous voulez me faire tout cela? Attention. Non, mais pour moi, Rabiot, c'était une évidence. Et je l'avais dit avant la Coupe du Monde, il nous ferait une grosse Coupe du Monde. J'avais un bon feeling parce qu'il était très en forme. Peut-être Scipion le dit aussi. Dernière année de contrat, machin. Tu le sens, il est un peu en mission ces derniers temps. Il a besoin de se montrer. Et on sait qu'il a d'énormes qualités. Lui, ce qui peut le sortir un peu des fois de son foot, c'est tous les à côté, peut-être, tu vois, sa gestion de carrière. Mais quand il est juste focus sur le terrain, c'est quand même un putain de bon joueur Ouais. qui sait tout faire. Et aujourd'hui, on le voit, c'est une Coupe du Monde. Honnêtement, il est incroyable. Il porte pour moi notre milieu de terrain et il est ultra important. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que Rabiot fait depuis le début de la Coupe du Monde. Après, Kylian Mbappé, rien à dire. De toute façon, les stats parlent d'elles-mêmes. Il est sur les 3 buts. J'ai dit tout à l'heure la passe, les 2 buts. Il n'y a rien à dire. C'est très fort. Giroud, toujours aussi précieux. Il y a l'action aussi sur la passe de Dembélé qui est un peu trop forte. Ou peut-être c'est Giroud qui est un peu court, un mélange des deux. Il y a la passe qui est un peu. Il y a ça, il y a le ciseau où, bon, au final, c'est annulé. Il y a son but aussi qui est pas simple à mettre, où il arrive à la toquer comme il faut. Elle est pas simple, c'est un but à la Giroud. Toujours aussi le contrôle en porte-manteau qui est extraordinaire, un contrôle à la Zidane qui te permet de marquer ce deuxième but. Donc il est sur les 2 buts, parce que le contrôle il est très dur à faire, parce que s'il le rate un peu, ça permet au bloc polonais de se replacer. Donc franchement, c'est incroyable, c'est dans la continuité du truc. Moi, pareil, c'est un joueur que j'adore, Giroud, et je suis très content pour lui. Il est ultra important. Et on l'avait senti ça aussi, parce que Kylian Mbappé, depuis qu'il parle du fameux pivot gang, il voulait un pur neuf et tout. Et on le voit sur le premier but, il fait confiance aussi en Giroud, et tout le monde est content, ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, après, petit flop peut-être. Koundé, ouais, qui a eu un peu de mal à l'image de ses chaînes pour les enlever, il a eu un petit peu de mal. Et Lloris, c'est vrai qu'il n'a pas été rassurant, comme d'hab, son jeu au pied, où on le sait, c'est pas forcément le meilleur hein, avec son jeu au pied. Même des fois, quand il relâche la balle, etc. C'est vrai qu'à un moment, ça a été un peu fébrile. Mais bon, au final, plus de peur que de mal. Hein, donc voilà, c'est le principal. Il faudra gommer un petit peu tout ça. Et voilà, dans l'ensemble, c'est les 8e de finale, comme j'ai dit. Il faut falloir se méfier, peut-être être plus concentré. Parce que l'adversité, on sait qu'elle va augmenter au fur et à mesure de la compétition. On a tout pour aller au bout. Mais il faudra peut-être gommer ces petites erreurs et derrière faire un peu plus attention. Parce qu'il y a des moments quand même où il y a eu des petits temps forts et des vrais temps forts de la Pologne. Même si on a pas eu 150 000, ce qu'on n'avait pas vu de la part de la Pologne contre les autres équipes en phase de poule. Après, c'est un tournoi qui commence, mais il faudra quand même gommer ça, je pense.
Parce qu'après, on va jouer bien plus fort. Et là, on peut le payer très, très cher. T'avais des choses à dire. Hein. Tu me le dis si je t'emmerde, moi. Un papyrus. Il l'a déroulé, il a tout dit. Ouais, c'est gentil, j'étais pas Au là moins, hier. t'as dit tout ce que t'avais à dire. Non, J'étais pas là c'était hier. clair. Non, c'était très, très Ah clair. ouais, c'est comme ça, vous avez vu les gars sur le chat, c'est moi, je peux plus parler. Ouais. Il parle bien, votre pote. Hein. Bon, alors, juste avant de passer la parole. Juste avant de passer la parole à Cyprien, je voulais vous dire qu'on sera, si vous l'avez vu sur nos réseaux, en viewing party ce soir. On va se regarder le match Angleterre-Sénégal ensemble ici. C'est Kanto qui va commenter ce match-là. Et nous, on sera là pour l'accompagner et pour analyser et réagir sur ce qui se passe. Donc, ça va être bien cool. Donc, clairement, aujourd'hui, on se lâche pas. Et il y a une info qui vient juste de tomber. Elle concerne Raheem Sterling. A priori, pour des raisons familiales, il ne serait pas disponible ce soir pour le match Raheem Sterling. Alors, je sais pas si dans l'esprit de Gareth Porte-Sud, il était titulaire. Mais en tout cas, voilà, pas de Sterling ce soir. Et j'espère que c'est pas trop grave et qu'on pourra le revoir peut-être sur la suite de la compétition. Donc oui, comme on dit sur le chat, force à Raheem Sterling. Il n'y avait pas un joueur qui avait quitté la compétition. Ben White. Ah oui, Ben White, il y a quelques jours. Et c'est que l'Angleterre qui est touchée. Pour des raisons familiales, pareil, qui a quitté Aussi. le rassemblement, qui est rentré au pays. Incroyable. C'est fou. Et Mais il y a on pas sait, d'information. c'est affirmé. Bon, après, on peut pas C'était parler. un on sait communiqué pas. officiel de l'Angleterre. Ah oui, je ça a veux été dire- donné le saut de Buckingham et tout, quoi. Je veux dire, ça peut pas sous-entendre. Non, je pense pas qu'il y ait des problèmes en interne et que du coup, tu sais, je pense que c'est réel, tu vois. Ouais, mais ouais. c'est l'Angleterre, du coup. Ouais. Bah, il c'est peut revenir pas dans le joli. règlement, enfin, quand ça se passe. Bah, les joueurs mon normalement avis, tu peuvent pars, revenir. c'est fini, là, hein. Non, tu peux partir et revenir. mais là, il y a à mon pas avis, de... c'est- De ce que disait Gareth Southgate, il laissait entendre que, il allait peut-être pas revenir. Non, mais c'est que le mec, Après, c'est trop parce que c'est compliqué passé. pour qu'il revienne. Voilà, mais sinon, exactement. il pourrait revenir. Si Ouais, c'est dans un le titre règlement, indiscutable, ils peuvent lui donner une permission de 48 heures et de revenir. Oui, Après, oui, c'est vrai oui. que si le mec, pendant 2 jours, il s'entraîne pas collectivement et Ah, compagnie, bah, c'est compliqué, ouais. en Coupe du Monde, ça reste quand même très compliqué de reprendre une place. Ouais, je Et pense. Benzema, est-ce qu'il peut revenir? Je rigole. Ah. Scipion, on enchaîne avec toi. Du coup, ton évaluation à toi, les tops, les flops, c'est très simple. J'ai trouvé Griezmann qui a mis du temps à démarrer. Dans la production offensive, parce qu'il était très bas sur le terrain, il a fait beaucoup de tacles, il a très bien défendu. Pour le coup, je pense que c'est un Griezmann, on a toujours besoin de cette abnégation-là. Il fait la main en toute fin de rencontre et il fait une petite faute bête sur un Polonais qui concède un coup franc et tout. Mais j'ai trouvé quand même que Upamecano, ça restait solide, conquérant, intéressant. Il y a notamment une superbe transversale où Insky m'a regardé, il a dit waouh, quoi. Enfin, attention, c'est le pour Dembélé. Ouais. Enfin, une transversale Magnifique. du gauche de 50 mètres. On a besoin de ce type de défenseur dans la relance. On Ouais. insiste là-dessus, mais c'est tellement important pour cette Bah oui, équipe mais bien sûr. pour aller chercher tu vois, des ballons, sauter des lignes, casser des espaces. Et franchement, je trouve que Upamecano s'affirme encore. Dommage cette main parce que franchement elle est un peu discutable et tout. J'espère que ça va pas trop le trotter dans la tête parce que c'est un joueur qui était tellement concentré sur sa Coupe du Monde, qui faisait vraiment une phase de groupe excellente, qui a fait un bon match contre le 8e. J'espère que ça va pas le perturber. Bon, c'est un peu anecdotique. 3-1, on passe à autre chose. Après, parmi les joueurs qu'on n'a pas trop évoqués, je pense à un Théo Hernandez. Mbappé aurait pu un peu plus le trouver. Il y a une action. Ouais, il un est peu pas- plus il le est par- chercher. il est parti ouais. à toute berzingue, Ouais. le TGV, et il lui a pas donné dans le bon rythme. Ah oui, et c'est derrière, casse sur le joueur. non exactement. Et Ouais. derrière, il y a un contre. Voilà, quand Théo monte, je pense qu'on a bien compris qu'il fallait le servir parce qu'il avait toujours des bonnes intuitions. Et en plus, on a vu contre le Danemark que ça avait bien combiné. Donc, Kix, t'en fais pas, il va te la rendre la balle. Il y aura pas de souci. Fais confiance Mais je à pense Théo. que Hernandez, ça le dérange pas tout le temps. Ça fait un peu comme Non, là-haut, comme il c'est disait, ça. le parallèle où des fois il sait que son appel va servir en plus à Mbappé, même s'il n'est pas toujours servi, tu vois, ça va C'est ça. servir. L'appel utile, quoi. Ouais. Donc, et bon, défensivement, c'était. Par rapport au Danemark, c'était mieux, je trouve, de la part de Théo Hernandez. Enfin, il a Ouais. pas trop concédé. C'est vrai que les Ouais, attaques. il a été moins en difficulté. C'est vrai hein, que ça, c'est sûr. les attaques polonaises sont vite concentrées sur le côté droit. On a bien compris, Ils pourquoi. avaient ciblé, ouais. Pourquoi malheureusement. Et après, petit mot quand même sur les entrants, parce que Fofana avait vécu un match très compliqué contre la Tunisie. Je l'ai trouvé concentré, appliqué. Ouais. C'est bien, parce qu'ils se remettent dedans. Pour le coup, je trouve que c'était une de mes interrogations, c'est comment ces mecs-là, qui sont totalement passés à côté de leur sujet, vont rebondir, parce que Deschamps a quand même besoin d'eux, il faut faire souffler. Chouameni après un carton jaune. Fofana, faut que tu rentres pendant une demi-heure, que tu tiennes la baraque. Franchement, il a Après, été plutôt propre. il entre, il y a combien à ce moment-là? Il y a 1-0 Il y a- ou 2-0? Je dirais 1-0, mais j'en suis Il y a pas sûr. 1-0 pour Il y a moi. 1-0 quand Ouais, il je rentre. suis pas ok, sûr, d'accord. Donc tu vois, C'est- c'est ouais, un petit peu tendu. ouais, c'est tendu quand même. Marcus Thuram n'a pas tout fait bien, mais une petite passe décisive pour Kix. Donc voilà, ça compte aussi, je pense, pour le moral. Voilà, on va voir la suite. Ok, très bien. Bah, c'était aussi très complet. On finit avec Kanto sur l'évaluation. Kanto, pareil. Bon, on sait qui tu Un mets. flop, Rabiot. On sait qui tu mets en flop, du coup. T'es Non, plutôt non. des tops, là, du coup. Voilà. Non, du coup, pour les tops, je vais pas reprendre tout ce que vous avez dit parce que Vinsky et Bruce ont déjà très bien parlé de Mbappé, de Giroud, Dembélé. Scipion a mis en avant Upamecano qui a été très bon.
Sauf, comme il a dit, peut-être cette main un petit peu hasardeuse. Et à un moment, il s'est fait un petit peu peur, où il rate un contrôle, où il y a un gros pressing sur lui, et finalement, il arrive quand même à relancer l'équipe. Du coup, moi, au niveau des tops, je vais mettre en avant Upamecano, je vais mettre globalement l'animation offensive, parce que on sent que Dembélé a été très percutant, il n'avait pas peur d'aller chercher le duel, même si à la finition, il manquait toujours un petit truc. Parce que Mbappé, pareil, la totalité de son match n'est pas parfaite, mais on sait qu'avec Mbappé, il va y avoir du déchet, il va y avoir des moments où il va forcer, mais tôt ou tard, ça va passer. Et Olivier Giroud, parce que tout ce qu'il fait, c'est globalement bien. Donc voilà, les tops de toute façon ont déjà été mentionnés. Je vais plutôt parler peut-être des flops. Et un dernier petit top, mais c'est un top général, c'est l'évolution entre l'équipe de France en première période et l'équipe de France en seconde période. Les ajustements tactiques peut-être de Didier ou ça, au moins l'envie. Un top et un flop, parce que C'est ça un veut top, quand même dire que justement. t'as pas bien commencé. Justement, Moi, je pense que c'est le premier pour but ça. te met bien aussi Exactement, avant justement la mi-temps. exactement. Franchement, il te sécurise que tu étais à un C'est moment ça. pas bien. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est une évolution déjà. Parce que c'est mon flop principal, c'est le petit moment de flottement où il y a eu des difficultés du côté de l'équipe de France, où tout ça a été additionné. Un milieu de terrain qui a été peut-être un petit peu en difficulté. Ça a été additionné par un Jules Koundé qui était débordé. Dès qu'il y avait du jeu en triangle, il était systématiquement pris dans son dos. Ça a été effectué par des problèmes de relance, petite faute de main de Lloris, problème de relance de Varane, des approximations un petit peu techniques et un petit peu de déchets de partout. Donc voilà, ça c'était un petit peu le côté flop de l'équipe de France. Ce moment-là où ça s'est pas très bien passé. Ensuite, je vais mettre l'arbitrage dans sa globalité. J'en ai parlé depuis tout à l'heure, mais j'ai trouvé l'arbitre un petit peu à contre-courant sur les fautes. Il nous a niqué à la fin, Kanto. Dis-leur, dis-lui. Non, même pas par rapport à ça. Il a eu tendance à laisser jouer quand il ne fallait pas. Vrai. Il a eu tendance à siffler des fautes, et notamment l'intervention de Tchouaméni en première, où Tchouaméni arrive se mêler en avant, mais il joue le ballon et à aucun moment il joue pour faire mal, et à aucun moment il touche Frankowski. Les deux sont dans un timing un petit peu en retard, donc ça joue quoi. Donc siffler un coup franc, en plus de cette importance-là, à 25 mètres des buts, et mettre un carton jaune à Tchouaméni, qui derrière entraîne le fait que Tchouaméni va devoir céder sa place un petit peu plus tôt dans le match, et jouer avec une épée de Damoclès au-dessus de lui, alors que finalement il n'y a pas grand-chose. Voilà, globalement, l'arbitre m'a un petit peu déplu dans cette rencontre. Et pour terminer, c'est même pas un flop, c'est une question un petit peu ouverte. On a vu que la Pologne n'avait rien proposé en fait depuis le début de la Coupe du Monde. Le moment où la Pologne a su se montrer un petit peu plus entreprenante que ce qu'on avait vu en phase de poule, est-ce que c'est dû au fait que l'équipe de France ait été assez moyennasse pendant quelques minutes, ou est-ce que c'est dû au fait que les Polonais ont enfin décidé d'essayer de pratiquer un football un petit peu plus offensif? Voilà, c'est la question que je me pose. Mais je me dis, si la Pologne n'a pas été capable de faire le jeu contre le Mexique, contre l'Arabie Saoudite, bon, bien qu'ils aient gagné le match, mais ça n'avait pas été non plus dingo, et contre l'Argentine, et qu'ils sont arrivés à nous dominer pendant un bon quart d'heure, 20 minutes, est-ce que c'est dû au fait que finalement, cette équipe de France, il peut y avoir des moments de flottement et des moments où on a des difficultés à cause de la pression notamment? La France, pour moi, il est terminé. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, c'est pour ça que je veux le mettre en avant. Est-ce que ça a été une Pologne qui a été un petit peu plus grande, ou est-ce que ça a été une équipe de France qui s'est un petit peu mise la pression pendant quelques minutes? Voilà, c'est la question que je me pose. Ok, non, mais c'est assez clair. Messieurs, avant de conclure sur l'équipe de France et de passer à l'Argentine, parce qu'il faut qu'on parle du match de l'Argentine. Tu parles bien aujourd'hui. D'hier. Ouais. Ah, je parle bien. Et de la qualif donc acquise par l'Albi Céleste. Peut-être une petite conclusion et encore une fois une projection, c'est ce qu'on aime faire dans cette émission. Vince Sky, selon toi, quand tu regardes là l'état des lieux de l'équipe de France, est-ce que pour toi tu vois des choses à changer? Est-ce que tu serais Deschamps, tu garderais cette même organisation, ou est-ce que toi tu t'essaierais d'insuffler peut-être un petit vent nouveau quelque part? Non, moi personnellement, je garderais l'équipe parce que je la trouve plutôt équilibrée. Puis après, je pense que Didier il a fait aussi comme il a pu avec toutes les blessures. Bon, je suis pas le plus grand tacticien du monde. Je sais qu'il non, mais il y a pas c'est vrai. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont très très bons. Non, pour le coup, non, je trouve que l'équipe est plutôt équilibrée. Les changements, c'est pertinent. Enfin voilà, comme tu l'as dit, Fofana, il est rentré, il a fait une bonne rentrée. Donc non, c'est bien, faut continuer comme ça. Oui, en fait, je suis d'accord un peu avec Kanto là-dessus. Je sais pas trop si c'était de la gestion de la fébrilité, mais il faut faire attention parce qu'on l'a vu dans cette Coupe du Monde. En fait, on sait quand T'inquiète. Dans une compétition, lorsqu'il y a beaucoup de remontada, par exemple avec des champions de je sais plus quelle année, par exemple, oui. Ça insuffle à toutes les autres équipes de pouvoir le faire. Ils savent que c'est possible. Et là,
on savait que la Pologne allait se dire que c'était possible, tout est possible. Ils ont vu ce qui s'est passé. En plus, on va parler avec l'Australie. C'était pas loin d'avoir une fin assez folle. Ouais. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage de laisser un peu trop espérer. Après, est-ce qu'on est assez bon pour totalement annihiler cette espérance et vraiment jouer beaucoup mieux et les étouffer? Mais je trouvais qu'on était un petit peu trop dans l'espèce de gestion du 1-0 qui était peut-être malvenu par rapport à l'esprit de la Coupe du Monde, où on sait que tout est possible. Je sais pas, c'était peut-être pas... Et puis, ça s'est joué à pas grand-chose. Là, on est plutôt positif, mais en fait... Zelensky, il ouvre un peu plus le pied sur la droite, la gauche. Enfin, et ça peut tourner. Bon, après, c'est le détail, c'est le football. Après, bien sûr, on peut tout réécrire. Mais attention quand même, petit point de vigilance pour la suite, tout simplement. Mais voilà, après, on va faire avec nos armes et on a des cracks dans l'équipe, donc c'est le football. Non, c'est vrai qu'en tout cas, il y a des joueurs vraiment plus dans cette équipe de France. À partir d'écart, pour moi, quasi tous les matchs, ça sera du 50-50. Ah ouais, toi tu le vois comme ça, toi. Oui, il y aura quasi plus de favoris pour moi, vu l'adversité qu'il y aura. Déjà, ça commence à s'égrener là. Surtout... il y a trois petits qui sont sortis là. Surtout qu'on se doute bien qu'il y aura quasi que des gros qui vont passer. Tu vois le niveau assez proche des équipes, tu sens que personne n'a une totale maîtrise que tu veux, et c'est la gestion des moments, quoi. Être décisif dans les deux surfaces quand il faut et pas bégayer. Tu n'auras pas beaucoup d'occasions, tu en auras moins, etc. C'est là où il faudra être coach. Pour moi, ça sera quasi du 50-50 partout. C'est impronosticable. On va conclure avec toi sur l'équipe de France, Bruce. Qu'est-ce que tu changerais, toi? Est-ce que tu garderais pareil la même organisation? Est-ce qu'il y a des trucs Konaté, moi c'est toujours Konaté ou Upamecano. J'aime beaucoup pour le moment ce début de Coupe du Monde, et j'aimais bien aussi quand il était associé avec Konaté. Et encore une fois, j'ai cette petite réserve avec Varane que je sens pas forcément au top. Voilà, encore une fois, ça me dérange pas. Là-bas, c'est un joueur que j'aime bien, mais si je me projette et si jamais l'Angleterre passe, c'est le combat physique là où ils vont nous amener, tu vois. J'arrive à me demander si un Konaté, ça serait pas un peu mieux, parce que lui, tu sens qu'il est vraiment au top. À la place de Varane ? Ouais. Ah ouais, carrément. Toi, tu remets le Upamecano, Konaté, qu'on a eu au premier match, en gros. Ouais, moi, en tout cas, c'est la charnière et les deux défenseurs centraux. Dur quand même de se séparer de Varane. C'est mon avis, je peux me tromper. Non, mais j'entends ton avis, mais je veux dire, Varane, c'est quand même. On parlait beaucoup de patrons, de joueurs d'expérience, de joueurs qui connaissent un peu le chemin aussi. Mais est-ce que Varane, les gars, il vous rassure à 100%, vous le trouvez à son top? C'est ça, moi, la question que je vous pose, non, en il fait. n'est pas à son top, je pense pas qu'on... Alors que les deux autres, on les a vus mieux, quoi. Je trouve, enfin, on les a vus bien. Après, on sait que Dié, il aime bien avoir, voilà, ses soldats, ses cassures, les mecs sont là depuis longtemps. Mais oui, je suis d'accord avec Gus. S'il est pas sûr contre l'Angleterre et que les mecs qui vont à 10 000 et le physique, il sera peut-être trop tard aussi. Et peut-être qu'il peut sortir un gros match, et voilà, et là, il est capable. Dans le chat, ils sont plutôt d'accord, il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Et d'ailleurs, Bruce, pas Bruce au tout début. Tu peux pas écorcher le prénom. Mais j'ai toujours appelé Bruce. Ça, c'est oui. Il y en a la moitié m'appelle Bruce, la moitié ça me dérange absolument pas. Il y en a une qui me dit Bruce, t'inquiète. Mais du coup, officiellement, c'est Bruce ou Bruce? Bah, la française, c'est Bruce. Si tu veux la jouer un peu à l'américaine, c'est Bruce. D'accord. Full-time world champion. Ouais, on dit pas Vinsky, on dit Vinsky. Bah voilà. C'est le chat, ils sont bizarres. Ils sont chelous. C'est juste pour la petite par rapport à tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai débat. Je pense que ça va être l'un des plus gros débats. Mais après, je pense que la charnière. On sait que Deschamps aime bien le fait d'avoir le plus possible des mecs qui ont prouvé par le passé. Ça reste Varane. Et en fait, il y a le côté psychologique, le côté leadership, etc. Moi, je pense qu'il faudrait laisser Varane, mais je suis d'accord, si on parle vraiment de foot pur actuellement, ça se joue avec le débat pour mettre Upamecano et Konaté. Je sais pas si vous êtes d'accord avec nous. Mais... Varane a tenu 90 minutes ce soir, c'est déjà rassurant. On sait qu'il y avait de gros doutes sur le plan physique. Il nous a fait donc 75 minutes contre l'Australie, 1 heure de jeu contre la Tunisie. Je suis d'accord avec toi sur... tu connais le rythme, ça sera pas le même. C'est ça, exactement. Mais en même temps, il faut qu'il enchaîne pour peut-être retrouver pleinement ses sensations. On espère tous quand on va peut-être encore... un match rentre dedans. Quoi. Voilà, exactement. Un match où ça se mais bagarre. Franchement, prochain match, c'est Kane en face. Donc le test, il sera excellent. Mais dans l'absolu, je vois tout à fait ce que tu veux dire par rapport à ce qu'a montré Konaté en cette Coupe du Monde. C'est excellent. Il est dans le top 10 des décès depuis le début. Franchement, il est rassurant, il fait de très très bonnes choses. Il connaît Upamecano, tu pars pas de zéro, quoi, ça le truc. La Tunisie, il arrivait même pas avec un rythme de fou. Franchement, il sortait de nulle part avec son genou et tout. Je pensais pas qu'il serait. Il aurait aussi de répondant, mais tu sais, l'adrénaline d'une Coupe du Monde. Il aime les gros matchs, la Ligue des Champions, déjà, il répondait présent. C'est vrai. Non, mais ok, c'est très clair. Kanto, toi, tu vois un truc peut-être à changer avant qu'on passe à l'Argentine? Non, mais je suis complètement d'accord avec ce qui s'est dit. Le problème, c'est que Varane, t'es un leader de vestiaire et Vince Sky en a parlé. C'est un des gars sûrs de Didier Deschamps.
un mec qui a de la taille aussi sur corner. Bon, après, ça c'est discutable parce que tu as Konaté qui a aussi de la taille et on l'a vu lors de ses titularisations que dans les duels aériens, il répondait présent. Donc à la limite, si tu prends Konaté pour Varane sur ce poste-là et sur ces aspects-là du jeu, ça va pas changer grand-chose. Mais peut-être que Deschamps a besoin d'être rassuré, d'avoir un vrai leader sur le terrain et surtout un mec qui va peut-être appliquer, respecter les consignes et parvenir à les retransmettre à la clé. On sait que sur le terrain, la communication, c'est important aussi entre les joueurs et c'est peut-être aussi pour ça que Deschamps a besoin de profils comme ça. Là où avant, il avait peut-être un Paul Pogba au milieu de terrain, désormais avec Rabiot, Tchouaméni qui est encore jeune, Rabiot qui... est-ce que Rabiot peut être un des leaders pas footballistique parce qu'on l'a vu que ça en est un depuis le début de la Coupe du Monde, ça, c'est pas un problème. mais en tout cas en termes de leadership, c'est des questions qu'on peut se poser. J'imagine que Deschamps, au-delà de kiffer Raphaël Varane, a des raisons de faire ça, même si nous, de ce qu'on a vu Konaté tellement bon qu'on a tous envie de le revoir. Donc, Surtout, juste pour finir là-dessus, contre la Tunisie, on est au fond du trou, ça avait fait beaucoup tourner. Konaté, il tenait la baraque quasi à lui tout seul. C'est lui qui sortait du lot, clairement. Quand tout le monde sombrait, c'est pour ça que moi, c'est des trucs qui me plaisent en mode où quand ça se complique et que c'est dur, là, le niveau va faire qu'augmenter. T'as des mecs, des fois, qui sortent du lot parce qu'eux, ils sombrent pas, ils permettent de maintenir la le résistance navire à la pression. Et Konaté, moi, en tout cas, j'ai vu en Ligue des Champions, j'ai vu dans des gros matchs, et là encore, et j'ai l'impression que c'est un mec qui est fait pour ça, tu vois. C'est pour ça que, moi, il me fait vraiment hésiter. Non, mais il est fiable. Ouais. Konaté, il est clairement fiable. Maintenant, on verra. Tout ça va dépendre de Deschamps. Hein. Après, on va pas se mentir, les gars. C'est une sorte de problème de riche aussi. T'as Varane, t'as Upamecano, t'as Konaté. Quelque part, t'es quand même bien. Bon, il faut faire le bon choix, c'est tout. Mais sinon, quel que soit le choix que tu fais, tu sais que t'es quand même plutôt pas mal. Ok, alors, messieurs, on va maintenant passer à l'Argentine et on reparlera de l'équipe de France. Hein. Vous inquiétez pas, tant qu'ils sont en vie dans cette Coupe du Monde, on les suivra. On va parler de l'Argentine avec un supporter qui va venir nous rejoindre aussi, qui va nous donner son avis sur cette qualification. Tu m'avais pas prévenu que je devais passer. Je croyais que t'allais la faire, c'est pour ça que je te demande. Je sais que t'allais. Ou le tien t'allais la faire. Ah, Bruce va parler. Donc, pour ça, je préfère la faire tout de suite. Je les amorce le truc. T'as eu raison, Bruce, t'as eu raison. Juste avant, petit jingle, allez. Et donc, on va commencer avec notre ami Scipionista. Alors, Scipion, qualification de cette équipe argentine. Là aussi, c'est un petit peu la même chose. Il y a eu ces exploits de Messi parce qu'il fait un très, très gros match hier. Le match, à la fin, peut carrément basculer. Hein. On le voit, vraiment, à la 97e, l'Australie a eu une occasion de fou de revenir. Et finalement, ce qu'on a l'impression de retenir dans cette rencontre-là, c'est que l'Argentine, certes, a ses individualités qui la tirent vers le haut, mais dans le jeu, peut-être dans le collectif, on sent qu'il manque encore quelque chose. On sent que c'est pas encore complètement tout prêt. T'en penses quoi ? Non, c'est vrai que dans ce collectif, c'est pas totalement à 100%. On sera peut-être jamais l'équipe qui avait dominé la Copa América 2021. Il y a du mieux quand même chez certains joueurs. Je pense à un Rodrigo de Paul, qui est ce fameux lieutenant de Messi. Clairement. Physiquement, ça y est, il revient bien. C'est un joueur qui a eu beaucoup de mal dans sa phase de groupe. Ça répond présent. Il y a des joueurs dans cette équipe d'Argentine qui sont un peu dans une forme athlétique aléatoire et ça se ressemble des fois sur certaines périodes. Quoi qu'il arrive, il y a quand même un attaquant qui peut accompagner Messi avec Alvarez, qui est une sorte de révélation. Enfin, celui qui est le backup d'Haaland, qui devait avoir quelques minutes par-ci par-là derrière Lautaro depuis le troisième match. Voilà, et je pense qu'il va terminer la compétition parce que notre ami Lautaro, il est un peu au fond du gouffre, mine de rien. Les actions que Messi lui offre, il plante pas et tu sais comment c'est un attaquant. Il en donne deux magnifiques. Hein. Un attaquant, il a besoin de ça et pour lui c'est terrible, surtout la première quand il la met au-dessus. Sans classe, je dis pas que c'est fini parce que ça reste un très bon buteur Lautaro, mais pour le coup on l'a peut-être un petit peu perdu, surtout que comme tu dis, si l'Australie avait égalisé par Puyol en fin de match, là ça aurait été vraiment terrible pour lui. Mais voilà, c'est vrai que c'est un match un peu paradoxal parce que l'Argentine a su faire sauter ce verrou australien, c'était pas évident vu la dimension de cette équipe qui nous avait un peu impressionné après son échec contre les Bleus, qui avait su tenir contre la Tunisie et le Danemark, les surprendre. Là, Messi, franchement, il a su très beau but. Hein. Franchement, c'est la spéciale. Hein. On la connaît, celle-ci, mais elle est incontournable. L'un des rares qui tire pas bêtement, qui met des mines et qui ouvre juste son pied ras de terre. C'est pour ça qu'il fait plaisir, ce mec-là. Il fait rien comme les autres. Il réfléchit plus que les autres. Putain. Tu sens qu'il y a toujours un peu d'invective. Mais non, mais quand il parle, il y a toujours des pics. Hein. La plupart, ils ont envoyé un parpaing au second poteau. Genre Kylian Mbappé, par exemple. La plupart. Quasi tout le monde. Je te dis quasi tout le monde. En vrai, le seul moyen de la mettre, c'est quasi ça. Je le dis, je le souligne, c'est tout. Non, mais il a ce truc-là, Messi. Oui. Scipion, continue. Non, franchement, pour le coup, après, franchement, la frappe de l'Australie, enfin le but, il vient un peu de nulle part parce que c'est Enzo qui compte. C'est chanceux un peu. Franchement, l'Australie avait totalement lâché et pour le coup, ils se sont fait peur. Ouais, là par contre, on s'est dit qu'est-ce qui se passe et pourtant, je pense qu'entre le but qui réduit l'écart et l'occasion de Puyol, il n'y a pas non plus beaucoup de situations pour l'Australie. Donc voilà, faut que cette équipe apprenne à gérer ce petit temps faible.
C'est un peu paradoxal, mais comme l'a dit Bruce, je pense qu'on va arriver sur un Pays-Bas-Argentine assez ouvert, honnêtement, 50-50, parce que forcément, on va se projeter pour le reste. Cette équipe, on l'a dit, c'était bien qu'ils aient ce petit coup de massue contre l'Arabie Saoudite. Ça a ramené sur terre la série d'invincibilité, la Coupe du Monde pour Messi, tout ça. Une Coupe du Monde, c'est très très long. Honnêtement, ça se joue pas sur un match. Et pour le coup, je pense que cette équipe a appris de cette erreur. Et voilà, Scaloni tâtonne encore dans ses compos. Papou Gomez, notamment, je pense. Di Maria, il avait une fatigue, là, pour le coup. Je pense que ça sera Di Maria. Voilà, c'est ça. Di Maria va revenir, mais tu vois, Papou Gomez qui sort dès la 50e minute. Il n'a pas été dégueu, moi, j'ai trouvé sur la première. C'est pour ça que ça m'a étonné qu'il sorte aussi. Non, mais il a fait un changement tactique aussi. Après, il est passé à 3 derrière. Et du coup, ça leur permettait de presser plus haut. Et c'est comme ça que vient le deuxième but. Et ils étaient bien mieux, je trouve. De De Paul, ouais. Donc, pour le coup, ça a été un truc tactique payant. Tu vois, ils étaient plus larges avec Acuna, Molina et tout sur les côtés. Et je trouve que ça a été payant, ça. Mais pour terminer, je pense qu'on est obligé de le dire. Messi, premier but en phase d'élimination directe, ça paraît tellement bizarre pour un joueur de cette dimension-là. Mais on a senti un grand soulagement. Et surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est en seconde période, la facilité avec laquelle il a trouvé des espaces. Alors, à un moment donné, franchement, je crois que je suis désolé, je te coupe, mais c'est entre la 75e et la 83e. Il prenait le ballon, il était injouable. Vraiment, c'est genre, tu voyais le Messi. Cette action qui a tourné sur Twitter où il est au rond central. Non, même pas celle-là. Mais c'est vraiment après, en fait, tu sentais qu'à ce moment-là, il retrouvait ce côté genre je prends la balle, personne peut me la prendre. Moi, genre je fais ce que je veux, c'est le fameux j'appuie sur le bouton. Mais moi c'est même pas ça. Il y a eu un moment, j'ai revu Messi. Moi c'est même pas ça qui m'a fait le plus flipper. C'est là où tu vois, c'est de toute façon c'est la Coupe du Monde de la dernière chance pour lui. C'est au pressing, le nombre de pressing qu'il a fait. Je l'ai jamais vu courir comme ça depuis 150 ans. Là il sait très bien. Et sur le premier but, ça symbolise bien ça. C'est lui qui marque, mais c'est lui qui pousse le défenseur à la touche. Derrière, il est énervé parce qu'il s'embrouille avec Messi. Messi l'a poussé à la faute. Derrière, il fait la faute et derrière, ça amène le but de Messi. Il a fait un pressing. Moi, ça m'a impressionné, tu vois, sur ça, parce que je pensais plus qu'il pouvait, il a couru, qu'il pouvait le faire comme ça. Et tu le sentais, c'est lui, parce qu'il a pris les choses en main de A à Z, ce qui voyait que ça tombait dans un match bourbier de merde, parce que l'Australie, c'était à 50 derrière. Et voilà, ils voulaient jouer sur les jeux de la tête, etc. Forcément, tu vois, ils jouaient avec leurs armes et ils étaient chiants à jouer. Et du coup, Messi s'est dit à un moment, je suis obligé d'accélérer le truc et de les pousser à la faute. Et voilà, il a enclenché, il a fait très mal. Non, tu sens en tout cas, et on va redonner la parole à Simon pour qu'il conclue, tu sens en tout cas que sur cette Coupe du Monde, il a cette capacité à décider des matchs un petit peu comme il pouvait le faire avec le Barça à une époque où il était injouable. Là, il a vraiment ce potentiel-là et c'est vrai que c'est assez fort à voir. On te redonne la parole. Ouais, mais non, pour conclure, c'est quand on voit la détermination de cette équipe argentine par rapport à Messi, c'est à d'éclat d'Emiliano Martinez en fin de match. Il sort un arrêt décisif et il dit pas genre ouais, je sais que j'ai fait le job. Il a dit non, mais en gros, Messi, c'est 99% de l'Argentine et nous, on est les 1% qui devons faire le reste, qui doit combler ça. Tu vois, s'en rendait compte à quel point ils sont en mode on veut tout faire, on est en mission avec ce gars-là, on veut gagner avec lui et on sait que c'est lui qui va faire la différence. Donc franchement, c'est dire à quel point mentalement ils sont bien revenus parce qu'après l'Arabie Saoudite, c'était pas évident. Ouais. Alors Vinsky, je vais te donner la parole juste après, mais il faut qu'on libère Bruce quand même. Non, il faut qu'on le laisse. Non, mais il faut qu'on le laisse nous parler de ce match-là. Bon alors, on sait que tu étais très content après cette victoire de l'Argentine, mais concrètement, je te pose la même question qu'à Scipion. C'est vraiment sur globalement le jeu de l'Argentine, parce que oui, Messi est incroyable, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que le reste suffit derrière ? Ça la question. Non, mais je vais vous poser la question. Pour moi, la France, au niveau, c'est plus complet, c'est meilleur que l'Argentine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on les a trouvés transcendant l'équipe de France pendant tout le match ? Ça sera compliqué pour tout le monde. Ils ont eu un passage très compliqué. C'est pour ça, c'est ce que je veux dire. On va avoir d'autres grosses équipes galérer. Il n'y a rien de simple, c'est les huitièmes de finale. Ouais, mais moi, je te pose la question plus sur le jeu, sur le fond. Sur la stratégie, en fait. Mais la Copa, pour ceux qui ont suivi, même si je les sens un peu moins bien qu'à la Copa, parce qu'ils étaient au complet. Tu avais Lo Celso, là, même si De Paul revient bien, tu avais un très bon Lautaro et tout. Mais l'Argentine, ils gagnent la Copa, c'est pas avec un jeu léché tout le temps. Comme la France en 2018, quoi. En fait, l'Argentine, c'est là où les gens, je pense, les sous-estiment légèrement. C'est qu'ils peuvent gagner un match, mais en mode chien de la casse, sans faire énormément de jeux spécialement, en jouant bien quelques coups et en défendant. Les gens disent ils sont nuls défensivement, ils sont nuls défensivement. Mexique, ils concèdent 0 occasion. Pologne, ils concèdent 0 occasion. Là, c'est un 8e de finale. L'Australie, qui avait marqué à tous les matchs, jusqu'au but complètement chanceux où la frappe était même pas cadrée, ils concédaient 0 occasion. Et du coup, après,
La fin de match, elle est un peu folle, voilà, parce que l'Australie se met à y croire, alors qu'ils avaient quasi abandonné, etc. Mais pendant 3 matchs, ils ont quasi concédé 0 occasion. Les gens gardent l'image un petit peu du feu qu'a pu leur mettre dans le premier match l'Arabie Saoudite où les Argentins En 2 tirs. Hein. Oui, en 2 tirs, mais où on a eu la chance. 4-0 à la mi-temps. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça arrivait tellement vite, ça arrivait tellement coup sur coup que les gens vont garder cette image-là d'une défense qui a pris l'eau pendant quelques minutes et qui du coup est fébrile. Et derrière, en fait, peu importe ce que tu fais, c'est vrai que tu regardes le match de la Pologne, ils ont rien fait. Tu regardes le Mexique, ils ont rien fait. Alors peut-être que dans l'animation offensive, dans l'animation générale, l'Argentine, c'est pas du tout incroyable. Ça sera pas impressionnant. Mais voilà, ça, c'est pas impressionnant. Mais comme on dit, une équipe qui concède pas d'occasion et qui encaisse pas de but, bah derrière, même si elle joue mal, ça va être quand même compliqué de la mettre dehors parce qu'on sait que la défense en Coupe du Monde, c'est quelque chose qui marche. CF, l'équipe de France en 2018. Ah oui, non, mais c'est une stratégie. Hein. CF aussi, l'Italie en 2006, aussi, on peut le dire mais aussi. non, mais les gars, le Mexique et la Pologne n'ont rien proposé contre l'Argentine. Mais les gars, c'est peut-être aussi l'adversité. Là, c'est un 8e de finale, ça reprend à 0. Mais les gars, il faut appliquer les trucs dans les deux sens. L'Argentine a plus fait mal à la Pologne que la France a fait mal à la Pologne. Et la France a fait plus mal à l'Australie que l'Argentine a fait mal à l'Australie. Les gars, c'est l'histoire d'un match. Il faut arrêter un peu avec ça. C'est l'histoire d'un match, les gars. Faut arrêter. Après, les dynamiques varient dans mais c'est pour ça, c'est ce que je veux dire. dire. Les deux, ils ont joué la Pologne, l'Australie. L'Argentine a fait plus mal à la Pologne. Et la France a fait plus mal à l'Australie que l'Argentine. C'est pour ça, les gars, c'est l'histoire d'un match. Un match, c'est pas simple. C'est comme ça. Faut arrêter avec ça. Non, mais c'est intéressant d'entendre ton avis sur ça. Les gars, à la Pologne, ils ont eu 0 occasion contre l'Argentine. C'est pour ça que je vous dis ça. Ils ont eu 0 occasion. Ils peuvent en prendre 3, 4. Ils ont rien fait. C'était un non-match de la Pologne. C'est ce que je dis. Là, la France, la Pologne, ils ont eu des petites situations. Tu vois. Et l'Australie, ça a pris plus cher contre la France que contre l'Argentine. Après, on peut aussi se dire, Bruce, je veux pas prendre la défense du chat, mais on peut aussi se dire que là, contre la France, c'était quand même un 8e, et du coup, le contexte est différent. Là, c'était le 3e match de poule. Enfin, je veux dire, tu gères le match quand même différemment. C'est plus compliqué, c'est un 8e de finale. C'est un 8e. Mais pareil pour l'Argentine qui a joué l'Australie alors que la France c'était le premier match. Tu vois, tu peux le voir dans tous les sens. Non, mais c'est pour ça. L'important, c'est de se qualifier. L'Argentine sera jamais la plus belle équipe. Ça sera jamais la plus belle équipe à avoir joué ce que tu veux, mais ils sont pas simples à sortir et point barre. Et on verra au prochain tour. Je suis d'accord avec Scipion, c'est quasi du 50-50. Ça serait pas une surprise pour moi si les Pays-Bas sortent l'Argentine. Ça serait pas une grosse surprise si l'Argentine sort les Pays-Bas. Voilà mon avis. Bon, Bruce, on va passer la main à Vince Sky. Du coup, toi, tu as un petit peu regardé ce match-là. Ouais. Qu'est-ce que t'inspire à l'Argentine ? Est-ce que cette équipe, toi-même, par rapport à ce truc autour de Messi qui vit sa dernière Coupe du Monde, que beaucoup veulent voir la remporter, est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont une chance, ces Argentins, par rapport à ce que tu as vu ? C'est vrai que alors j'avais pas beaucoup regardé la Copa América, etc. Donc là je découvre un peu tous leur jeu, leur style et tout. J'étais un peu déçu. Je m'attendais à mieux quand même. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, désolé, j'ai vu un message. Il y a un message en chat. C'est Bruce, l'Argentin de Nantes. Allez, on va tuer le mec. Excusez-moi d'aimer le foot et d'aimer Léo, les gars. Non, après, donc l'Argentine, c'est vrai que ça me fait pas vraiment rêver. Quand je les regarde jouer, c'est vrai que c'est pas non plus flamboyant. Après, Bruce dit pas qu'ils sont flamboyants à jouer, mais jamais été. Ils sont très très solides. Ils ont la grinta, c'est des chiens. Et c'est intéressant ce que tu as dit. J'ai pas entendu cette phrase, mais le fait qu'ils soient en mission pour Messi comme ça, Messi fait une saison incroyable avec le PSG et tout. Donc voilà. Si l'Argentine doit aller très loin, Messi aura un rôle ultra important parce que. Même comme tu l'as dit aussi, il réveille l'équipe. À un moment donné, c'était un peu endormi. Et quand il y a le duel, là, il se tape contre un mec. Comme contre le Mexique, le but. C'est ça, c'est lui qui déclenche. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, on sent vraiment que si Messi passe à côté de son match, ça serait très très compliqué pour l'Argentine. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment. Après, j'aime beaucoup Alvarez, intéressant. Mais oui, c'est vraiment Messi le cœur du truc. Donc en gros, s'il passe un peu à côté de son match et tout, ça peut être compliqué. Mais après. En tout cas, comme ça, là, à froid, j'ai envie de dire, j'ai du mal à voir l'Argentine gagner la Coupe du Monde, personnellement. Okay. Mais en tout cas, dans tous les cas, ceux qui les affronteront c'est très, 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 très dur, je pense, de les jouer, très relou. Mais bon, après, pour Messi, après, moi, je suis plus team CR7. C'est ce que je veux dire. T'as des origines portugaises et tout, donc oui, c'est logique. On met en VS là à côté. non, mais après, bien sûr, Messi, de toute façon, j'ai un profond respect pour lui. En plus, il joue au sein de mon club, le Paris Saint-Germain. Donc, en tous les cas, si à la fin l'Argentine gagnait la Coupe du Monde, ce serait quand même beau pour tous les amoureux du foot de voir Messi brandir cette Coupe du Monde dans tous les cas. C'est l'histoire de 3 matchs. C'est pour ça que je dis à partir des quarts de finale avec les équipes qu'il y aura, ça va très vite. C'est pour ça que moi j'ai tendance à penser qu'il y a quasi plus de favoris et toutes ces équipes-là auront leur chance. Même Van Gaal l'a dit dans sa conférence de presse d'après-match. Comment vous pouvez oser en régie? Regarde bien mes doigts. Regarde mes doigts, comment je tiens le drapeau. La régie, ça c'est petit, la régie de faire ça, c'est petit. On a dit que ces photos ne devaient jamais sortir. On va vous donner la vraie histoire, c'était un drapeau vert.
C'était un drapeau. C'était un drapeau vert, ils ont mis le drapeau de l'Argentine en post-prod après. C'était en post-prod. Ah les gamins, franchement c'est grave. C'est qui avait la parole là? Parce que c'était bon, mais Vas-y, masterclass de Poineau là pour le coup. Le timing est très très bon. Non, Van Gaal, il a dit hier en conférence de presse. Il y a un an, personne ne nous imaginait là. Et on est à 3 matchs de donner aux Pays-Bas la première Coupe du Monde de l'histoire de ce pays. Un pays qui a eu Cruyff, qui a eu Gullit, qui a eu Van Basten, Van Persie, Schneider, Robben, des joueurs de foot. Bergkamp. Bergkamp, en plus, on l'a dit, Pays-Bas-Argentine, retrouvailles. Si sûr. le chat, il y a des genoux, allez voir le contrôle-but de Bergkamp. Il est sur un des plus beaux buts, moi, que j'ai vu au mondial. Il est Sur la passe de Franck Debourg. Franck Debourg. Non, mais la finition et tout, oh là là, il est magnifique. C'est un but de ouf. Donc tu vois, tout le monde se prend en jeu et se dit, même un Van Gaal avec cette génération peut-être un peu moyenne des Pays-Bas, il se dit pourquoi pas moi. Ils sont efficaces dans les deux surfaces, c'est ce que j'avais tweeté, c'est là où ils ont ce truc où Défensivement, c'est quand même beau gosse aussi. Enfin, Ake est plutôt solide depuis le début du tournoi. Virgil hier dans les duels aériens, ça a été un patron. Puis bon, on va pas parler des latéraux, Blind et Dumfries qui font le meilleur match peut-être même de leur carrière pour Dumfries. Il y a Jurrien Timber aussi qui est dans cet axe central droit. Non, c'est vrai que c'est solide dans le secteur défensif aussi. Et il est piston et qui font mal. Ils ont fait mal hier. Hein. Ah oui, c'était hier. Hier ils ont fait mal. C'est pour ça, attention, Blind. comme on dit. Hier, moi, je sais que j'ai beaucoup craché sur les Pays-Bas et parce que j'ai trouvé que le jeu proposé, à part proposer des comptes contre les États-Unis, c'est pas quelque chose qui était à mon goût. Mais voilà, il faut quand même encore une fois préciser qu'on est en Coupe du Monde et qu'en Coupe du Monde, c'est les équipes les plus solides défensivement qui vont arriver à gagner. Il n'y a pas besoin d'être dans un football total et d'en mettre 4 ou 5 par match. Si t'en mets un, mec, derrière, t'es solide, tu peux être champion du monde. Donc faut faire attention malgré tout. Ouais. Moi, depuis le début de cette Coupe du Monde, et mon avis vaut ce qu'il vaut, mais ces Pays-Bas, vraiment, c'est l'équipe qui m'intrigue le plus parce que. Non, mais c'est vrai. Tout ça parce qu'ils jouent l'Argentine. Là, mais non, mais Bruce, tous ceux qui jouent l'Argentine, c'est les meilleures équipes. Non, mais ce mec, il est en orange carrément. Mais c'est trop. Déjà, c'est du jaune. Et de deux. Démasqué, Braque. Et de deux, mais attends, mais à quel moment c'est du jaune. Je pensais même pas à l'Argentine. Ça vire un peu orange. Ouais, moi... Merci les gars. Moi, je vois la caméra, la couleur entre le pull et le maillot, c'était quasiment pareil. Si vous pouvez remettre la photo des Pays-Bas, regardez-moi. Donc, il y a 3 jours, c'était Braque de Séoul. En général, c'est Braque de Birmingham. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Braque de la Ce soir, c'est le Brassico. C'est quoi? Ce soir, c'est le Brassico. Mais oui, je sais. Braque d'Amsterdam. En plus, la tête vraie dégaine, aller à Amsterdam. C'est vrai. Ah, le cool la vie, mec. C'est vrai que t'es en mode. Mais non, mais c'est Noël, c'est pour ça, c'est logique. Non, attends, est-ce que je peux finir ce que je voulais dire? Non, les Pays-Bas, ils m'intriguent pas parce qu'ils jouent l'Argentine demain. Non, c'est pas du tout ça. Ils m'intriguent parce qu'en fait, je reconnais pas cette équipe. C'est pas le style des Pays-Bas qu'on a l'habitude de voir. C'est une équipe qui est moins flamboyante, mais efficace. Qui est plus extravagante en général. Et là, je trouve que Van Gaal, il a amené un truc où cette équipe-là, elle calcule plus, elle est plus dans la gestion, elle est plus posée. Et franchement, faut revoir le premier but qu'ils mettent contre les États-Unis. Après, ils sont pas injouables. C'est incroyable le but, tu vois. Le but, il est posé, il est construit. Pour moi, il est très bien joué. Après, encore une fois, les États-Unis, pour moi, c'était une équipe qui était vraiment pas mal. Mais j'ai l'impression que sur ce match, physiquement, ils avaient pioché peut-être à cause d'avant. Et tu vois notamment sur les buts, pour moi, il y a quand même des errances défensives, même si les Pays-Bas jouent très bien le coup. Mais tu peux pas laisser le mec aussi seul comme ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'on peut le dire, même si les Pays-Bas, encore une fois, moi je les trouve intéressants aussi. Je suis d'accord sur ce que tu as dit. Mais on avait vu en phase de poule, notamment contre l'Équateur, où ça avait été compliqué pour eux. Tu vois, je crois que l'Équateur, tu peux le dire pour quasi. Tu gères, ils ont pris cher par moment. C'est les autres qui croquent aussi. L'Équateur, c'était, je crois, 30 incursions dans la surface de réparation des Pays-Bas dans ce match-là. Mais encore une fois, ça vient renforcer le fait de quoi? Que finalement, tu peux arriver rapidement dans leur surface et tu peux y aller à plusieurs reprises. Et pourtant, tu vas pas trop marquer non plus parce qu'il y a un gardien qui est efficace et qu'il y a une défense qui est là aussi. Non, mais si tu sais souffrir, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être une bonne chose pour peut-être aller au bout d'une compétition. Les gars, on va avancer parce que l'heure file et maintenant il faut qu'on discute. Ah oui, c'est vrai, Vince Sky, on va faire voilà ta petite interview juste après notre supporter de l'Argentine qui est là avec nous. Je suis désolé, je l'avais oublié. Je suis vraiment désolé. Ça m'étonne pas, tiens. Non, j'ai vraiment pas fait exprès. En plus, il a un blaze incroyable. Il s'appelle Armando Jackson et il est là donc pour revenir sur le match d'hier. Il y a du McAllister aussi. Salut Armando.
Bonsoir, vous allez Hola, bien? ¿qué tal? Salut. Ouais, ça va super. Bienvenue à toi dans Hors-jeu. On est content de t'avoir et on imagine que toi-même, tu es très content, supporter de l'Argentine. Qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe hier? Je pense qu'en première mi-temps, on a tous vu que le match n'était pas spécialement sensationnel, on va être honnête. Et puis, bon, l'Argentine n'arrivait pas à avoir des occasions, malheureusement. Le bloc australien a très bien joué le coup Ouais. en première période, même si c'est dommage un peu de rester un peu derrière. Mais je comprends un peu pourquoi ils ont fait ça. Mhm. Après le coup de génie de Monsieur Messi, en deuxième mi-temps, on a vu que c'était quand même bien mieux. Papou Gomez est sorti pour faire entrer Lisandro. Je trouve aussi qu'avec cette tactique à 3 défenseurs, c'était pas mal. Ça permettait d'avoir de distribuer un peu mieux le jeu, Mhm. notamment sur les côtés. On a vu que sans Di Maria, c'était un peu compliqué aussi, puisqu'on jouait moins sur les ailes, on jouait beaucoup plus dans l'axe. Mhm. Et voilà, hormis la fin où effectivement l'Australie a joué le va-tout, ils auraient peut-être pu égaliser, mais ils n'ont eu qu'un tir cadré, donc voilà. Je ne voyais pas spécialement en faire quelque chose non plus, Mhm. hormis le tir de fin qui était quand même dangereux, mais heureusement Dibou est là. Lisandro Et, aussi, quand voilà. il tacle, là, quand l'autre il efface Ah oui, tout le monde, Lisandro celle-là, aussi. elle est Elle Elle est tendue. importante a celle-là, hein. Parce que Merci, ça, Lisandro. c'est hein. Beach qui fait une Ouais, percée de ouais. malade là. Oui. Ouais. Non, mais je trouve que c'était un bon match quand même. Maintenant, c'est vrai que c'était pas tout rose non plus. Du côté de l'Argentine aussi. Maintenant, Di Maria n'était pas là. Je pense que certains joueurs auraient pu rentrer à la place d'autres, mais voilà, très mauvaise rentrée par exemple de Lautaro Martinez. Il n'est pas vraiment en confiance pour ces Coupes du Monde là, mais c'est quand même, je rappelle quand même que beaucoup de gens le descendent, mais je rappelle quand même que sous Scaloni, c'est le deuxième meilleur buteur derrière Messi. Il est très fort il avant a la Coupe du Monde. Ouais. Il Y a rien à dire. exactement 21 buts marqués sous Scaloni. Un des meilleurs buteurs aussi de la Copa América en Argentine. Enfin, du côté argentin, donc c'est pas rien. C'était quand même. En fait, Lautaro, par rapport à Alvarez, il a besoin d'un milieu dominant pour pouvoir briller. Et ce n'est pas vraiment le cas avec Alvarez. C'est pour ça qu'Alvarez, actuellement, est beaucoup plus intéressant que Lautaro, puisque Alvarez peut bouger un peu partout, il est beaucoup plus mobile, il va décrocher, il peut jouer en ailier, il peut bien combiner avec Messi aussi. Donc voilà, c'est ça l'avantage d'avoir deux très bons attaquants comme ici. Quand il y en a un qui est moins bon, l'autre brille aussi. Là, on a de la chance au niveau de l'Argentine que Alvarez est bon. Mais voilà, et puis je pense que la défaite contre l'Arabie Saoudite a réveillé un peu les esprits au niveau argentin en n'étant pas trop invincible non plus. Mais beaucoup de joueurs argentins avaient parlé que gagner le premier match, c'était très important pour la suite du tournoi. Je trouve qu'ils ont bien réagi. C'est vrai qu'ils n'ont pas le jeu le plus flamboyant de la Coupe du Monde et des favoris, mais l'Argentine, actuellement et depuis 3 ans aussi, n'a pas le jeu le plus beau non plus. Beaucoup de gens survendent le beau jeu, mais ce n'est pas exactement tout le temps le cas non plus. Le match qui a été un peu, qui a révélé le potentiel maximum de l'équipe, c'était contre l'Italie en finalissima, où là c'était un match clairement abouti. Mais sinon, je ne les vois pas comme de peintre non plus. Ils sont solides défensivement, ils sont solides en tant qu'équipe. Ce n'est pas la meilleure équipe, encore une fois. Mais je tiens à signaler aussi défensivement, l'Argentine s'est 3 buts encaissés avec un malheureusement contré par Enzo Fernandez. Mais sinon, sur les 35-36 matchs sans défaite, il y a 17 buts encaissés seulement. C'est très peu. Juste une question, Donc, Armando. T'es argentin, toi? De base? Non, je suis belge. Ah, t'es Je suis belge? belge. Ah, ok, d'accord. Non, c'était juste pour savoir. T'as eu mais raison de choisir l'Argentine. Moi, par contre, juste, Ouais, tu voulais réagir. j'avais un truc à dire. Il y a un truc qui m'intrigue, parce qu'on sait que les Pays-Bas, notamment avec leur système défensif, j'arrive à me demander si ça peut pas être intéressant, tu vois, avec les ajustements tactiques qu'ils ont fait en deuxième mi-temps, si ça peut pas leur servir contre les Pays-Bas. Parce que ça peut faire un système un peu miroir, et j'arrive à me demander, parce que moi je trouvais ça intéressant, tu mets Romero, Lisandro, Otamendi derrière, ça a permis d'écarter avec Acuna et Molina et tout sur les côtés, je les ai trouvés bien pour un moment, et j'arrive à me demander si contre les Pays-Bas, ça peut pas être une option. Alors peut-être ils vont partir de manière classique, mais je me pose la question. Armando, Ouais, pour répondre. c'est ce que je me dis aussi, effectivement, Bruce, tu as raison. Le système à défense à 3, je trouve qu'il était bien utilisé, surtout que tu as 3 excellents défenseurs C'est ça. avec Lisandro, avec Romero et avec Otamendi. Lisandro, pour moi, qui mériterait d'être titulaire d'ailleurs.
Et franchement, ça pourrait donner une bonne opposition, surtout avec un effet miroir et avec un Di Maria qui, cette fois-ci, ils pourront plutôt jouer assez bien sur le côté plutôt que dans l'axe. Maintenant, je trouve que les Pays-Bas, niveau défense, hier en tout cas, de ce que j'ai vu, ils n'étaient pas totalement rassurants non plus. Il y avait beaucoup d'erreurs techniques. Maintenant, le problème, c'est que voilà, les États-Unis n'arrivaient pas à profiter de ces erreurs-là. Mais c'est vrai, je trouve que c'est pas une équipe super impressionnante, les Pays-Bas, mais ils sont tellement efficaces. C'est un bloc équipe qui ne paraît pas efficace, mais je sais pas, ils sont présents, ils sont quand même dangereux. Après, Armando, je me permets de te couper. Les Pays-Bas jusqu'ici sont tombés que contre des défenses qui ont été ultra naïves pour très souvent dans leur but. Hier, par exemple, les deux premiers buts des Pays-Bas, c'est du bis repetita. C'est un débordement en contre, une passe en retrait un petit peu forte, un centre en retrait. Il est tout seul sur le centre deuxième. Et voilà, Dumfries est tout seul sur le deuxième. Sur le premier, t'as Memphis qui est plein axe. On sait pas pourquoi il est pas marqué. Sur le deuxième, c'est Daleblin. T'as Sergino Dest qui le délaisse complètement, et t'as Zimmerman qui le regarde. Enfin, je veux dire, ils sont efficaces aussi parce qu'ils sont pas tombés contre des défenses qui ont été très très dures. Contre l'Équateur, ils ont été très efficaces parce que finalement il n'y a pas eu 30 occasions. Contre le Qatar, on savait qu'il y avait quand même une classe d'écart, et face au Sénégal, finalement ils sont tombés face à un Koulibaly un petit peu taille patron qui a bien tenu, et une défense sénégalaise qui a été très généreuse, et la différence s'est faite d'une passe très clé de la part de Jong, et notamment d'un Mendy qui n'a pas été irréprochable à mon sens sur les deux buts, mais jusqu'ici voilà, ils sont pas tombés non plus sur des défenses de fer, les Pays-Bas. Donc oui, ils sont efficaces, c'est le bilan qu'on peut faire maintenant, mais est-ce qu'ils vont l'être face à des défenses qui savent bien défendre? Je sais pas, et je demande à voir. Armando, si tu veux répondre à Kanto, si tu veux nous faire une réponse courte. Synthétique. Parce que c'est vrai que là, le temps commence à manquer, mais vas-y, on te laisse répondre. Je vais essayer. Non, je pense qu'il a raison. Il a raison parce que je trouve, hier surtout, le Dest, on connaît bien sa faculté à laisser ouvert son côté assez facilement. On le voyait au Barça, on le voit aussi à Milan, n'est-ce pas, Bruce? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne joue quasiment pas. C'est ça qu'il joue pas beaucoup. Milan. Donc voilà, mais c'est vrai que les États-Unis défensivement c'était clairement pas la meilleure des choses. Offensivement, ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose non plus. Mais c'est vrai que oui, les Pays-Bas trouvent beaucoup, marquent énormément sur les erreurs, et il y a beaucoup de problèmes défensifs quand ils marquent. À voir ce que ça va donner face à une équipe qui est assez solide défensivement. L'Argentine par exemple, je ne pense pas qu'ils seront aussi efficaces. Et voilà, mais je pense c'est vrai qu'on les survend un peu. Après c'est personnel, ça c'est mon avis. Mais je vois ce match-là plutôt comme un 50-50. Je ne vois absolument pas les Pays-Bas plus haut que l'Argentine. Et juste une dernière chose, et puis j'arrête. Ouais, t'inquiète. L'Argentine, quand elle a débuté la Coupe du Monde, sans son meilleur milieu de terrain. Je pense qu'on sous-estime ça. C'est Lo Celso. Lo Celso qui était clairement le lien entre le milieu et l'attaque, qui combinait énormément avec Messi. C'est le joueur le plus complémentaire en Argentine avec Messi. Mais quand tu n'as pas la possibilité de faire de préparer, faire une composition, de préparer les matchs sans lui, et ça vaut même pour l'équipe de France, tu n'as pas eu le temps d'avoir une période de rodage sans ton joueur au milieu de terrain, ça donne une équipe d'Argentine qui est bien moins complète. Il fallait trouver son 11. Scaloni a réussi à changer ce qui n'allait pas. On sent que l'Argentine monte de plus en plus en puissance, et n'oublions pas aussi que l'Argentine n'a eu que 2 jours de repos entre le match de mercredi et le match d'hier. Là, ils en auront 6, de même que pour les Pays-Bas. Et l'Argentine sera frais, et les Pays-Bas aussi, donc ce sera un meilleur match. Et physiquement, les Argentins seront pas. De toute façon, ça va être un match de duel. Sur le côté droit, tu vas avoir des Dumfries, Acuna. Voilà, ça va être plein de duels ce match-là, et puis on verra. Merci Armando, merci beaucoup. Merci d'être venu. Et franchement, analyse très précise. On sent que tu as bien suivi cette équipe, vraiment. Merci à toi d'être passé dans Buenos Aires un jour. Ah ouais, vous deux là, je crois qu'il y a un truc. Clairement, une nouvelle amitié est née. Merci beaucoup Armando, merci à toi. Alors, on va maintenant s'intéresser un petit peu à l'actu de Vince Sky, messieurs. C'est notre invité aujourd'hui exceptionnel du jour. Merci encore d'être venu, Vince Sky, d'avoir répondu à l'invitation. On voulait savoir un petit peu où t'en étais de tes projets. On le sait, vous continuez à jouer. D'ailleurs, ce projet foot que vous avez lancé il y a peut-être maintenant 2-3 ans, c'est ça?
Ou Tu peut-être un parles peu de plus. quel projet? Tu sais, le projet d'arriver en Ligue 1. Ah, le du KFC. coup. Oui, le D'accord. KFC. Ah oui, Non, ça a plus de temps que ça. non Ça fait combien de temps que vous l'avez lancé maintenant Alors en fait, l'équipe elle est née en 2017, mais le club est 2017, devenu ouais, donc, officiel ouais, en ok, 2019. D'accord. En 2019. Et oui, je m'étais amusé, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué pour ça, que j'avais compté arithmétiquement parlant, il fallait 13 ans, enfin 13 ans de nous Ouais. séparer de la Ligue 1. Oui. Et bien sûr, des aspects économiques, financiers, plein de choses, pas si simple. d'infrastructures ne permettent pas en 13 ans d'aller en Ligue 1. Mais oui, effectivement, donc c'était depuis 2019 du coup. Ouais, et alors, vous en êtes où et comment ça se passe en ce moment? Est-ce que ce projet, En fait, ouais. est-ce que dans vos têtes, c'est toujours aussi réaliste d'y arriver? En fait, ce enfin, projet c'en est où difficile à raconter sur Internet parce qu'on Ouais. sait que sur Internet, les gens, ils aiment bien que ça aille vite. C'est vrai, et ça, c'est c'est un projet qui est du long terme. Donc, c'est dur de mettre en avant. Forcément, au début, il y avait forcément une hype, etc. Parce que c'est un club qui part de rien. À nous de se rendre intéressant, de raconter des histoires cool. Ouais. Maintenant, on stream les matchs. Ça, c'est cool sur Twitch, en Ouais, direct. D'ailleurs, t'étais Donc, en stream avant de ouais, venir j'étais en stream avec sur nous, Twitch. ouais. Donc, ça, c'est Ouais. cool. J'essaie de créer une petite communauté autour du club. Voilà, bon, pour le coup, on commente pas des matchs Pays-Bas-Argentine, on commente Vince KFC Vous n'avez contre pas Messi dans votre équipe, Non, je suis on n'a déçu. pas Messi. Non, j'avoue, on Ça n'a pas va Messi. venir, ça va venir. Mais le non, on a prochain, quand même, Messi. quand même des bons joueurs qui pourraient jouer à un plus haut niveau. Ouais. Mais oui, donc pour répondre à ta question, donc on avait commencé en départemental 6. Ouais, c'est ça. Après, on est monté en départemental 5. Après, il y a eu la saison blanche Covid. Ok. Et là, on est monté en départemental 4. En gros, on est monté tous les ans, on pouvait le faire. D'accord, à chaque fois, vous êtes monté en tout cas. C'est ça, exactement. Là, on vise la D3. Mais étant donné qu'il y a 4 descentes en Ligue 1 cette année, Ouais. ça se répercute sur tout le monde Ah, amateur. Ah, d'accord. Et du ok. coup, nous, là, il n'y a qu'une seule montée. Et c'est pas les deux premiers. Normalement, c'est les deux premiers qui Ah, montent. c'est chaud, j'avoue. Là, il faut être premier sur 12 équipes, je crois, ou 11 ou 12 équipes. Ouais. Et voilà, alors après, on a 2 matchs de retard, mais hypothétiquement, on est premier avec 3 points d'avance, si je dis pas de bêtises, ou 2, bref. Ok. Mais bon. Au pire, sur les c'est- 2-3 matchs compliqués, tu passes à la caisse. Hein. Ni vu ni connu. hein. Je vais pas dire ça parce que ça va être détourné. Mais je vais dire que mes adversaires. J'avoue que je le mets dans la Mes sauce. adversaires, On rigole, on C'est rigole. Bruce on Granet rigole. qui l'a dit et pas Vince On Kay, rigole, hein. les gars. Ici, on n'est pas des tricheurs, vous connaissez. Non. Mais ouais, voilà. Voilà, c'est un Ouais. peu le Ok. le projet. Bah, c'est bien, ça veut ça- dire que ça se passe bien en tout cas. Oui, est-ce que tourne. ça reste réaliste? Alors, oui, bah, en fait, moi, je suis très très ambitieux avec ce projet. Hein. Il y a des exemples d'ailleurs dans le foot. Alors, Ouais. il y a Leipzig, je crois. Alors après, Leipzig, c'est un La club qui Galaxy existait, Red Bull. avant, mais Ouais, ouais. ils sont montés ultra vite. Ils ont tout Ouais. fait Un jour, il y vitesse grand avait V. eu- ouais, parce que quand ils sont allés, c'est le Final Four, je crois. Oui, le PSG, tout ça. Oui. Ça a fait un peu de bruit Final sur Eight, Internet ouais. parce que les gens avaient dit qu'ils avaient fait le récap de leur parcours et genre, je sais pas, hyper rapidement, ils avaient été en quart de finale, je crois, du coup, avec des champions. Oui, c'est la vraie partie football manager, tu sais. Ouais. Où genre tu pars de rien, en 2-2, t'es en Ligue des Champions et voilà. Mais ouais, ça que Red Bull, du coup, m'inspire beaucoup parce que je trouve que ce qu'ils ont fait dans le foot, c'est très cool. Ok. Mais voilà, après, bien sûr, je sais pas. En fait, c'est impossible, bien sûr, je ne sais pas ce qui va se passer. Oui. Mais je sais pas si demain il y a un joueur de foot, un mec qui va investir dans mon club. Enfin, tu sais, tout est possible, tu vois, ça C'est peut être ça, très ouais. vite. On a vu des joueurs qui investissent dans des équipes d'e-sport, par exemple. C'est vrai. Voilà, peut-être que nous aussi on peut amener cet aspect-là. En fait, c'est un peu nouveau, il n'y a pas vraiment de précédent. Ouais. Donc on crée un peu le Ouais, vous projet. créez au l'histoire, en fur et- fait. ouais, au Vous fur et à créez mesure. l'histoire. Ouais. Et surtout, ce qui me rend le plus fier, après je terminerai là-dessus, je vais pas T'inquiète, trop être t'inquiète. long parce que je pense qu'on a fait Non, T'inquiète pas. mais moi, ce qui me rend plus fier, c'est alors j'appelle ça l'académie parce qu'en fait, on a créé des sections de jeunes parce que Ouais. là, on met en avant les seniors. Les seniors, c'est les adultes, voilà, ils sont montrés à l'image, il n'y a pas de souci, mais les jeunes, on les préserve un peu plus. Ouais. Forcément, c'est des petits de 10, 11, 12 ans. Mais ouais, on a maintenant des 12 U13, des U15 et des jeunes filles aussi, donc ça, c'est trop cool. On veut vraiment qu'il y ait un parcours, en fait, que tu puisses commencer dans le club jeune et que tu puisses aller jusqu'au Ouais. senior. Et voilà, en fait, j'avoue, cette saison, c'est la première fois qu'on avait vraiment une réunion avec les parents devant, tu vois. Ah ouais. Les parents qui incroyable. disent on fait du bon taf, enfin, ça fait vraiment très plaisir. C'est au-delà de YouTube. Pour le coup, c'est un peu cliché ce que Le je centre dis, de mais formation, les éducateurs. ouais, après, ouais, on n'est pas encore dans l'aspect de. Ok. Alors, chez les jeunes, on recherche pas encore la perf pure. Par exemple, on a pris des petits qui étaient refusés dans d'autres clubs parce qu'ils avaient quasiment jamais joué au foot. C'est ça qui est un peu triste. En gros, t'as 12 ans, tu veux commencer le foot, il y a beaucoup de clubs qui te refusent parce Ouais. que t'as pas de niveau entre guillemets. Ok. Donc je peux comprendre qu'il y a des clubs qui cherchent la perf, mais du coup, nous, on a pris des petits qui avaient très peu joué. Et en fait, on a vu les progressions, ça fait très plaisir. Donc voilà, on est plus dans cet aspect-là. Mais ça fait plaisir parce qu'on commence à avoir des résultats cool aussi avec les jeunes, notamment les U14 qui jouent pour la première fois en 11 contre 11. Et donc du coup, pour eux, c'est tout nouveau. Enfin, Ouais. c'est trop cool. Des fois, ils perdent 8-0, des fois, ils gagnent 5-0. Enfin, tu sais, c'est les jeunes. Hein, Ah, ça varie. Hein, mais j'avoue, ça fait trop plaisir. Bah c'est trop bien. On a la sensation, en tout cas, que vous êtes très investi et que bah Ouais. il se passe des choses autour. Donc nous, on vous envoie toute la force possible parce qu'on C'est sait que c'est plaisir, quand même merci. un travail de très longue haleine pour arriver à ces résultats-là. Vince Kay, on t'a vu aussi dans un France-Espagne, toi aussi. Hein, Ouais. t'y as été et t'as même marqué un but Ouais, assez incroyable. Raconte-nous l'histoire de ce France-Espagne. Comment il est né? Parce que c'est vrai qu'il y a eu le Oui. France-Espagne
France-Espagne d'Amine. Là, Et il y a eu celui-là. je vais pouvoir parler un petit peu parce que. Non, On en a mais vu- le on en but a est vu- grand. La finition Théo Messi. Ouais. Là, c'est comme il faut. Messi, je crois qu'il a la veille de moi, il a marqué c'est n'importe quoi, les gens sont partis dans un délire, mais il a marqué mais dans le petit filet opposé. Bref, du coup surtout que moi je ne marque jamais. C'est fou ce Toi, t'es but. plutôt milieu de terrain un peu en retrait, non? Et moi c'est j'étais ça défenseur gauche là en Ah, fait. t'étais- J'étais défenseur d'accord, gauche, t'étais latéral mais gauche. j'ai senti qu'il allait avoir une balle qui allait Ouais, mourir. ouais. Je me suis dit let's go. Alors en fait déjà pour raconter ce truc parce qu'il y a eu beaucoup de critiques etc par rapport à cet événement. Il y a beaucoup de gens qui ont Parce parlé que sur ça. beaucoup n'ont pas compris en fait, finalement. Beaucoup n'ont pas compris. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, Français, on n'a pas organisé ça. Tu vois, moi, je n'ai pas organisé ça. En gros, pour faire simple, on m'a contacté. Donc c'est Fares Bichard, qui est un streamer Twitch, Je connais. du coup, qui m'a demandé est-ce que ça te dit de participer à une compétition internationale, une coupe du monde de youtubeurs, streamers, créateurs de contenu, dans le stade du Betis Séville avec des supporters et tout. Moi, forcément, amoureux du foot. Ouais. Je dis oui, bien sûr, directement. Je m'en fous totalement. Je sais pas, il y aura qui ou quoi, je Oui, m'en oui, fous oui. en fait. Oui, Vraiment, oui. je me dis, je jouais en direct dans un stade comme ça, c'est incroyable. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris parce qu'ils ont pensé que. Enfin, en fait, après, c'est aussi l'effet TikTok parce que sur TikTok, les gens ils scrollent, ils voient juste un autre France-Espagne, ils ne comprennent pas. Et il y en a qui nous ont un peu insultés ou quoi, bref. Mais en gros, on a voulu faire d'ombre à personne, bien sûr, pas du tout à Amine qui a fait un super match. D'ailleurs, j'étais au stade, c'était Oui, incroyable. on s'est croisés. Avec le On s'est but vus. de Bruce. On s'est vu exactement. Ouais. C'était un événement de fou. D'ailleurs, je pense que niveau événement, c'était au-dessus parce que même le showcase avant, c'était incroyable. Enfin, C'est sûr. en termes du show, après, c'est aussi un match. Là, c'était difficile, c'était sur un week-end. Oui. Donc, c'était samedi et dimanche. En gros, pour faire simple, il y avait 6 équipes. Donc, il y avait Argentine. Il y avait Argentine-Portugal. Ouais, il y avait Argentine-Portugal. Il restait pas une place du côté de l'Argentine. On va combiner. Donc Portugal, il y avait Mexique, bref, il y avait 6 équipes, j'en ai oublié Espagne, voilà. Et en gros, il y avait tirage au sort, donc on était dans la poule de l'Espagne Ouais. et du Portugal. Ouais. Et donc en fait, en gros, le Portugal. Tu jouais avec le Portugal aussi. du Ouais, coup. avec la binationalité. Non, j'ai Bah pas la ouais, binationalité. Mais... Et en gros, l'Espagne explose le Portugal. Et nous, après, notre premier match, c'est face à l'Espagne. Et là, j'avoue, c'était l'un de mes plus beaux souvenirs. C'est incroyable parce que c'était, comme vous, donc du coup, le soir, donc éclairage, hymne national, j'avoue. Ça fait quelque chose. un peu les Petit frissons. frisson. T'as un peu c'est de larmes aux yeux. Alors qu'en fait, C'est pas les du tout- émotions, Il n'y a quoi. rien d'officiel, tu Ouais, vois. mais Mais oui, mais ça touche quand même. moi, j'avoue, je suis très. Tu sais, la France, c'est quelque chose, Ouais, tu vois. ouais. Donc, j'avoue, c'était incroyable. Et là, en fait, on gagne 2-0. Là, je mets le deuxième but, c'est celui que j'ai mis. Ouais. Et donc, oui, je marque jamais, mais je sais pas, j'ai senti le truc, je suis monté. Et j'avoue que j'ai fait une belle petite frappe au petit filet. Non, elle est propre. Elle est Ouais. propre, ouais. Et du coup, moi, elle m'a paru très simple dans la vraie vie. Et quand je l'ai revue en image, je me suis dit, putain, c'était pas si simple que ça. Mais avant que je la frappe, je me suis dit, je suis sûr qu'elle va être dedans. C'est très bizarre comme sensation. Après, j'avais imprimé un t-shirt de la Pixelloire. D'accord. Donc, du coup, j'ai montré aux supporters, je me Aïe, suis aïe, bien aïe. insulté. Ah bah. Ça a bien chambré. Ah, j'ai adoré. Ah, il y a eu des héros des putas durant tout le match. Hein. Enfin, oui, désolé, je suis peut-être en train de dire ça. Je sais pas. Ah, je dis la vérité. On a entendu bien pire ici. On dit les termes. Mais Oui, non, j'espère. c'était. Ici, il y a plus de filtre, t'inquiète pas. Non, mais c'était trop cool. Et après, Tout le monde malheureusement. s'est retourné vers Kanto, bizarrement. C'est lui qui a insulté. Bah, il est one-shot. Son pull, il résume tout. Ça lui va bien. Tu devrais mettre ta ganache sur le pull. Vas-y, vite. Et après, du coup, 2-1. Et après, dans la dernière seconde, on provoque un penalty. 2-2, j'étais un peu dégoûté. Ça, c'était Ouais. un petit peu relou. Bref, on se qualifie. On va en demi-finale le dimanche contre l'Argentine. On gagne. Mais en fait, clairement, l'Espagne et la France, c'était vraiment les deux meilleures équipes en Ouais. termes d'effectifs. Vous Le vous Portugal, c'était démarquez, vraiment venu quoi. pour le fun. Ils ont pris 7-0 contre l'Espagne, 7-0 Ah contre ouais, nous. ah ouais, d'accord. Donc c'était ok. vraiment, voilà. Et après, finale contre l'Espagne. Et là, le truc, c'est qu'on a eu qu'une demi-heure pour se reposer parce que le tirage a fait que. Ouais. On n'avait pas. Parce qu'il y avait le soir, il y avait Espagne contre je sais plus qui, un gros match. Allemagne, peut-être. C'était des matchs de non. 90 minutes Non, c'était 60 minutes. 60 minutes. C'était 50 minutes. 50 minutes, 25. d'accord, donc 25-25. Ouais, ça aurait été, Ok, ok. ça aurait été un job de faire Ouais, ouais, deux fois bien sûr. des matchs d'une heure et demie dans un match. Et donc là, on perd sévère, on perd 3-0. Je suis vraiment entièrement dégoûté. Mais en fait, l'Espagne, ils sont. Voilà. C'est pour ça que s'il y a un France-Espagne, voilà, avec votre. Par rapport à la revanche qui s'est passée à Jean-Bouin, Ah, mais si J'ai c'est vu en le- Espagne, c'est Bourbier. j'ai vu le ça, changement de mindset. C'est Oui. les Espagnols, mais ils étaient en mission, tu vois, vraiment. D'accord. Ouais. Alors, je vais pas rentrer tous les petits trucs, mais il y avait vraiment des histoires, des trucs. Ouais, il y a des eu fois, des trucs un petit peu. des fois, ils sont venus pas nous cool, demander hein. des Ouais. trucs, ouais, à un moment donné, des bourbiers de ouf, par exemple, je sais pas. Bah, bon, pour faire simple, tu vois, à un moment donné, il y a des supporters espagnols qui ont vu dans les tribunes que des supporters français étaient avec nous. Donc, D'accord. en fait, les supporters espagnols sont venus frapper ces gens-là, Ah ceux ouais. qui étaient des proches d'un de nos joueurs, Ça va loin. qui est un TikToker. Et ouais, c'était assez chaud. Il y a la police qui est venue, etc. Et en fait, alors je crois que les supporters ont dit
si ce joueur, il s'appelle KMS, si ce joueur joue, Ouais. nous on décide de porter plainte contre ce joueur parce que je crois qu'il y a eu des frictions, bref. D'accord. ok. Et du coup, en gros, on nous a dit juste avant le début du match, si ce mec rentre sur le terrain, la police va venir, entre guillemets, on va devoir arrêter le match. Ah ouais. ouais. Et en gros, c'était bizarre. Il y avait plein de petits trucs comme ça, tu vois, où ça nous a foutu des pressions comme ça. Je les aurais goumés pour de bon. C'est difficile, tu vois. T'aurais rien fait, Kanto. Mais non, j'avoue, les Espagnols, bah voilà, après, c'est les Espagnols. Mais Ouais. tu connais des petits trucs, machin. Ils ont c'est... du vice. Ils Ils ont beaucoup de vis, les sourires avant le match, après le match, mais pendant, ça donne des bons petits coups. Ouais. Mais après, moi j'ai kiffé. Malheureusement, la défaite a fait vraiment mal, a fait vraiment chier, quoi. Ça c'est clair et net. Mais bon, on a tout donné et puis on a créé l'équipe en une semaine parce qu'on était un petit peu. Il n'y a pas eu d'entraînement, il n'y a pas eu tous ces C'est ça. trucs-là. C'est ça, non, bien exactement. sûr. Mais voilà, mais en tout cas, juste pour dire du coup, on n'a pas créé ça pour faire une concurrence bien sûr au match qui était super derrière à Jean-Bouin. Évidemment. Mais c'était vraiment tout un autre événement qui est organisé par le streamer The Grefg, voilà, un des plus gros streamers hispanophones. Avec Ibai et tout ça, donc voilà. Mais c'était trop cool et bon, juste la défaite qui a un peu gâché, mais sinon c'était cool. En tout cas, ça permet d'en savoir un peu plus sur cet événement. Et puis, Vinsky, peut-être un dernier mot, parce que c'est vrai qu'en ce moment. J'ai beaucoup parlé, je crois, désolé. Non, t'inquiète pas. Justement, on voulait savoir ce qui s'était passé Vas-y. autour de cet événement-là. Mais c'est vrai que voilà, tu continues de recevoir des joueurs de foot sur ta chaîne. Tu continues voilà, de tester des joueurs. J'ai eu Blas il y a pas longtemps. Oui, c'est ça, tu as eu Ludovic Blas, on a les images, on les voit. Avec toujours ces petits concepts que tu mets en place et c'est toujours super agréable à regarder. Et on se souvient aussi que tu avais testé Bruce Granec aussi une fois. Ouais, la carte dans flûte une de vidéo. Bruce. La carte flûte, tu avais monté la carte flûte de Bruce. Il a eu des notes de ouf, on rappelle. Tu le places où parmi tous les joueurs que tu as testé? Non, franchement, c'est la question. Franchement, en toute honnêteté, là, c'est pas parce que Bruce est à côté de moi, mais Bruce, c'est un très bon joueur de foot. Même je l'ai vu. Oui. J'ai fait des matchs. Gentil, on a merci. joué au Metropolitano, tu te rappelles aussi, etc. Il y avait une passe de Pirlo, je sais plus quoi, ce qui s'était passé. Je m'en rappelle aussi très bien de ça. Non, Après, il m'a vu, je l'ai vu, on s'est compris, quoi. La fraude. Après, on a laissé le foot parler, quoi. Non, regardez, mais l'arrogance, quoi. Non, voilà. Ça regarde, ça suffit. Hein. C'est très grave. Non, Bruce, très bon joueur de foot, non, c'est vrai, très bon joueur de foot. Mais après, je sais pas, pour te caler, après, ça dépend, j'ai rencontré les joueurs pros, donc forcément. Oui, mais alors, je parle c'est moins fort que les joueurs pros, bien sûr. Je mets en dessous Cristiano. Voilà. Et là, Franchement, Vinsky, je sais pas si tu reviendras. Hein. Tu reviendras pas. Mais non, mais après, mélange youtubeur, streamer, non, c'est très bon. Genre, je passe, c'est sur une échelle de 10, peut-être 7, 8, vers là, 7, 8. Ok, c'était pour un petit peu titiller, pour savoir. Non, mais en tout cas, c'est très cool, Vinsky, merci pour toutes ces réponses et toutes ces précisions que tu as données. Au moins, ça permet aux gens de ne pas écouter partout ce qui se dit. Quelqu'un qui était au cœur de l'événement, il vous donne les détails et il le fait dans l'orge. Ça fait plaisir. Alors, on va avancer et on va maintenant passer à la VAR de Kanto. Je me tourne vers notre ami, l'homme le plus grand de tête de France. Tu nous as préparé, Kanto, une chronique. Des joueurs à recruter sur cette Coupe du Monde, mais qui coûtent pas cher. Voilà. Sur la Coupe du Monde. En fait, c'est des joueurs qu'on a pu voir plutôt bons dans la phase de groupe et qui avaient pour consigne de coûter moins de 5 millions sur le site Transfermarkt. Okay. Donc voilà, c'est en gros les bons coups à tenter pour des clubs de Ligue 1, pour des clubs de Ligue 2 ou de milieu de tableau dans le championnat étranger. En sachant que je n'ai pas pris les joueurs qui évoluent déjà en France ou qui ont énormément évolué en France. Je pense à des Saïs, je pense à des Talbi, je pense à Seydou notamment aussi qui joue à Clermont et qui est un joueur que j'adore, qui est très bon. Mais voilà, j'ai pas pris des joueurs comme ça, donc j'ai fait un 11 titulaire. Et on va commencer avec le gardien de but qui est Endries Noppert, le gardien des Pays-Bas, titularisation, premier match sous les couleurs du Pays-Bas face au Sénégal, donc première sélection directement en Coupe du Monde. Un gardien avec une histoire particulière, on en avait déjà parlé, mais on va peut-être encore un petit peu en reparler pour ceux qui n'étaient pas là précédemment. J'ai noté saison 2017-2018, il joue à Foggia en Série B italienne, 5 matchs dans l'année. L'année d'après, de toute la saison, 3 matchs. 3 matchs. Encore une fois, gardien remplaçant. Fin de contrat, il se retrouve sans club. Sans club, il signe au FC Dordrecht en deuxième division qui s'appelle la Keukenkampioen Divisie du côté des Pays-Bas. Écoute-moi. Deuxième Écoute-moi, toi. Deuxième division des Pays-Bas. 2 matchs dans l'année. Ah ouais, quand même. 2 matchs. Encore sans club, il n'est pas prolongé, fin de saison. On s'en débarrasse, fin de contrat. Là, il signe au Go Ahead Eagles, encore en D2. Et cette fois-ci, il va un petit peu plus jouer. Il va monter en Eurodivisie et jouer 15 matchs jusqu'à ce qu'il soit recruté du côté d'Erenven. Il faut savoir que sa valeur, c'est 2 millions aujourd'hui. Quel âge il a là ? Il a 28 ans.
38 ans, ça va. 28 ans, valeur 2 millions. Après la Coupe du Monde, une valeur qui va flamber. Je pense que ça va partir aux alentours des 20-25 en Angleterre. Ah oui, clairement. Parce que c'est un gardien qui est très bon et qui est très grand, puisqu'il fait longiligne et 2m03. tout, 2m03, capacité à aller très vite au sol. Ouais. Et ça, on l'a vu sur la Coupe du Monde. On va parler maintenant d'un joueur qui est latéral droit. Alors, Loris, je ne sais pas par quoi tu as commencé, sinon vas-y, affiche-moi. Ben, parfait. C'est Angelo Preciado. Valeur sur Transfermarkt 3,2 millions, 1m73, 24 ans, joueur de l'Équateur, formé et habitué du championnat, des championnats sud-américains. Parce qu'il a joué les deux qu'ils avaient sur les côtés, c'était Stupinian aussi. c'est Stupinian, lui, qui vaut à peu près 20 millions déjà. Mais voilà, donc Preciado, Independiente del Valle. Du côté de l'Amérique du Sud, puis derrière signature en Europe du côté de la Belgique au KRC Genk. Donc voilà un très bon club avec lequel d'ailleurs il a déjà remporté la Coupe de Belgique. Je vais te laisser peut-être en parler, Scipion. Toi, je sais que tu as eu une discussion autour de ce joueur-là. Donc si tu peux un petit peu nous éclairer sur ses qualités. Non, mais l'Independiente del Valle, le club formateur que tu as cité, c'est l'académie du futur. Du côté de l'Équateur, ils ont été conseillés par le Qatar, par Red Bull. Et en fait, ils ont monté un projet hyper ambitieux. Et on a ce joueur-là. On a aussi Moses Caicedo qui en est sorti. On a Piero Hincapié. En fait, tous les cracks qu'on a pu voir de cette belle génération équatorienne viennent de cette équipe. Donc, c'est vraiment une académie qui a des résultats très, très vite. Et Preciado en sort. Et moi, j'ai bien aimé son côté latéral, moderne, très dynamique, un peu énergivore, évidemment. D'accord. Honnêtement, très belle découverte. Et lui aussi, je pense pas qu'il va rester très longtemps en championnat belge. Et d'ailleurs, voilà, la petite précision, c'est que oui, en Équateur, il y a peut-être 2-3 clubs qui surnagent un petit peu tout ça, avec notamment le club qu'on vient de citer, le SC Barcelona, et voilà, des clubs où c'est un championnat avec un niveau moyen pour certains clubs assez moyen, mais certains clubs voilà, peuvent sortir de bons joueurs. Prochain joueur. Laurie, je te laisse afficher à l'écran celui que tu veux. Et c'est Kwon Kim. Alors forcément, j'ai précisé parce que on savait qu'il y avait 4 Kim dans les défenseurs. Dans les défenseurs coréens, j'ai mis Kwon Kim parce que c'était pas évident. Buteur face au Portugal, c'est lui qui met son but. Le tacle, là, en l'absence notamment de la défense de Kim Min-jae, le défenseur de Naples, un des joueurs les plus expérimentés dans la défense napolitaine. Je reprends mes fiches. Voilà, donc c'est un joueur d'expérience, 1m86, ça vaut seulement 600 000 €. Donc c'est vraiment pas cher. C'est ouf. Ouais, tu peux l'acheter. Hein. Exactement. c'est lui qui me dit ça. Ah ouais, grave. Le culot, quoi. Donc voilà, quand je parle de joueur d'expérience. Tu pourras acheter le 11. Hein. Prends note. Quand je parle de joueur d'XP, c'est parce que c'est un joueur qui a quand même 32 ans, qui a fait énormément les championnats asiatiques. 87 matchs dans le championnat japonais avec le Gamba Osaka. 164 du côté de Guangzhou, donc il a fait le Japon, il a fait la Chine. Et enfin, il revient au pays en jouant du côté de Ulsan Hyundai, une des 2 meilleures équipes de Corée. En Corée du Sud, c'est un duel entre Ulsan et Jeonbuk Motors en général. Oui, tu nous en parles beaucoup de... cette année, c'est Ulsan qui est champion. Donc voilà, 6 fois champion de Chine. Là, il est champion de Corée du Sud. Donc c'est un joueur qui sait gagner, notamment dans les championnats asiatiques. Ok. Alors, on va voir l'autre défenseur central, du coup. C'est très intéressant ce que vous nous proposez là, les gars. Ouais, non, mais... moi, ça me plaît. Moi, j'adore. C'est très gentil. Je valide à 100%, les gars. Harry Souttar, pour être honnête, tout à l'heure, on était ensemble. C'était une idée de Scipion. Je me suis retourné vers lui pour lui dire, bon, il manque des défenseurs centraux. Est-ce que tu en as un qui te vient en tête? Et là, Scipion m'a directement dit, Harry Souttar, défenseur australien, tout simplement, avec des caractéristiques un petit peu particulières pour le coup. 1m98, valeur marchande 4,5 millions €. Je crois que c'est le joueur le plus cher de toute ma liste parce qu'il fallait être en dessous des 5, mais on a la limite. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui évolue déjà du côté de Stoke City, donc D2 anglaise, la Championship. Donc c'est un joueur qui a un parcours un peu particulier. Dites-vous, défenseur central, 14 sélections en Australie, 6 buts. Pour un défenseur central, il est quand même à... Ça correspond vraiment à la PL, de toute façon, celui-là, ça. parce que c'est que le jeu de tête, c'est les équipes. C'est dingue. Ça joue sur la taille, les grandes touches, ça balance dans la surface. Oui, en fait, on aurait presque pu deviner son club parce que Stoke City, c'est aussi le profil. Et en plus, vous savez que Rory Delap, le mec, il faisait des touches longues. Avec Etherington et compagnie. Peter Crouch à la retombée. Évidemment. Et un ancien joueur dont j'étais absolument fan, c'était Kenwan Jones. Je ne sais pas si tu te rappelles, Trinidad et Tobago. C'était un joueur que j'adorais. Le petit parcours de Harry Souttar, début dans le championnat écossais. Pour un Australien, c'est quand même assez particulier, mais il a joué du côté de Dundee, il a joué après à Ross County, il a signé après en 3e division la Ligue 1 du côté de Fleetwood, et puis encore la progression qui continue. Championnat écossais,
championnat anglais, D3, D2 désormais à Stoke City, où il a d'ailleurs joué 64 matchs, donc un petit peu d'expérience. Quand tu joues autant de matchs en D2 anglaise, c'est que déjà tu commences à avoir. La D2 anglaise, il y a du d'XP. level, C'est on ça, va pas se mentir, c'est déjà fort. Ça joue. Et Ouais. tu avais terminé sur Souttar ou pas? Tu peux conclure Ouais, sur Souttar. je me suis renseigné, il y a déjà des clubs de PL qui sont sur lui très très chauds pour cet hiver, donc c'est un joueur qu'on va retrouver. On m'a parlé de Newcastle, notamment. Ah ouais, Newcastle. Ah ouais, putain, d'accord. c'est Ouais, vénère, Newcastle, en ce moment, en plus, ils se construisent On a parlé sérieux. d'Aston Villa, donc voilà, c'est mal pas aussi, ok. pas les petites Pas équipes. dégueulasse. Donc voilà, c'est un joueur que je pense dès cet hiver, il va passer à l'élite. D'accord. Allez, bon, on passe du côté gauche. Alors j'ai mis Saoud Abdoulhamid qui est un latéral droit, sauf qu'il a joué à droite et il a joué à gauche et je l'ai trouvé très très bon. Il a joué à gauche notamment quand Sultan, défenseur latéral droit d'expérience, très apprécié par Hervé Renard, le faisait rentrer en cours de jeu par exemple. Et ben Abdoulhamid avait tendance à pivoter du côté gauche. Il y a eu beaucoup d'hésitations. Je voulais mettre également le coréen Kim Jin-soo qui est un joueur des Jeongbuk que j'adore. Voilà. J'adore Jeongbuk Motors en plus. Voilà, c'est une équipe donc je suis un peu fan. Voilà, c'est ça. C'est mes équipes et lui pour le coup je le connais depuis plusieurs années. La valeur de Kim pour savoir c'est 575 000 €, donc c'est vraiment pas cher. 30 ans d'expérience, vivacité, un bon joueur dans n'importe quel Précision club. sur les centres aussi. Exactement. Dans énormément. Bah oui, d'ailleurs les 2 centres sur les égalisations de chaud de la tête, c'est lui qui est passeur. Donc voilà, un vrai bon joueur pour moins d'1 million d'euros. Il serait titulaire dans, je pense, un bon 50% des clubs de Ligue 1 sur les aujourd'hui. clubs en Ligue 1, ouais, clairement. Donc voilà, mais on va parler nous de Saoud Abdoulhamid. Donc j'ai dit multiple casquette, DD, DG, 1m78, 23 ans, valeur marchande 1,7 million d'euros, professionnel seulement depuis 2 petites années. Il a joué du côté de Al Ittihad avant quel âge du coup? Il a 23 ans. Il a joué du côté de Al Ittihad avant de finalement rejoindre la meilleure équipe du pays, Al Hilal. 83 matchs avec Al Ittihad, 31 avec Al Hilal. Déjà un palmarès et une expérience, 10 matchs d'AFC, donc la Champions League asiatique. Vous l'avez vu, c'est une centaine de matchs dans la D1, dans la D1 saoudienne. Il a été d'ailleurs déjà champion d'Arabie Saoudite et a gagné la Coupe asiatique avec l'Arabie Saoudite en U23. Donc voilà, un joueur prometteur qui a déjà un petit peu gagné dans son pays et qui fait partie de la meilleure équipe d'Arabie Saoudite. Donc voilà, le prochain échelon, j'ai envie de dire, c'est peut-être d'aller tenter une petite carrière en Europe. On va rester sur un joueur saoudien en termes de numéro 6, un joueur qu'on aime beaucoup avec Scipion, on en a beaucoup parlé. C'est pas Ano, c'est Kano. C'est Mohamed Kano. Alors lui, il a un petit peu plus vieux. Il y a un truc qui se glisse. Là, ouais, non, c'est bon, c'est corrigé. Non, mais c'est parce que tout à l'heure, c'est moi qui ai écrit le nom, j'ai peut-être mal écrit. Changement direct, réactivité. Mais voilà, réactivité optimale, on est en forme. Mohamed Kano, profil numéro 6, très grand, 92. Lui, il est un petit peu plus vieux, 28 piges. La valeur marchande, c'est 1,2 million d'euros. Il joue aussi à Al Hilal, meilleur club d'Arabie Saoudite. Donc voilà, de toute façon, on sait, beaucoup des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite jouent dans cette équipe. C'est 40 sélections. Et c'est marrant parce que sur Transfermarkt, il est annoncé comme ayant joué 76 matchs en position de MDC, 46 en position de MC et 19 matchs en position de MOC. Donc en fait, c'est un mec qui est polyvalent, qui peut jouer dans l'entrejeu, qui peut jouer un peu plus reculé ou un peu plus devant. 4 fois champion d'Arabie Saoudite. Il a gagné également la Coupe d'Arabie Saoudite. Il a été 2 fois champion d'Asie aussi, la Ligue des champions asiatiques. Donc voilà, c'est un joueur d'expérience. Pareil, 28 ans, peut-être tenter un coup du côté de l'Europe. Un petit peu plus haut, j'ai mis 2 joueurs qui m'ont particulièrement marqué. Tu peux mettre celui que tu veux, Loris. D'abord, on va commencer avec Ao Tanaka. Forcément, il y a des Japonais dans cette équipe-là, notamment Tanaka qui a été bon. Il a un petit peu subi les choix du coach sur le deuxième match, notamment où... je sais plus si c'est sur le premier ou le deuxième où il sort. Il me semble que c'est sur le deuxième. Mais voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est pour ça, quoi qu'il arrive, je l'ai mis 1,8 million. Milieu central, 24 ans. Alors lui, voilà, il a la petite particularité, c'est qu'il jouait dans l'équipe de Kawasaki Frontale du côté du Japon, meilleure équipe japonaise. J'aurais aimé le nom de cette équipe. Grave. Ouais, voilà, c'est un super club au Japon qui a énormément dominé. Il y a Yamane aussi qui était latéral droit qui joue de là-bas. T'as des mecs comme je sais pas, c'est pas Mitoma d'ailleurs qui était là-bas si je dis pas de conneries, mais voilà, il y a beaucoup de grands joueurs japonais qui sortent de ce club-là. Il a été acheté par le Fortuna Düsseldorf D2 allemande, Bundesliga 2. Il a été reprêté 1 an là-bas et là ça y est, il vient jouer du côté du Fortuna. Un palmarès déjà étoffé du côté du Japon, 3 fois champion du Japon, vainqueur de la Coupe japonaise. De la J-League. Voilà, exactement, de la J-League 1, double vainqueur de la Super Coupe. Donc voilà, il a un petit peu gagné tout ce qu'il pouvait du côté du Japon et il vient tenter l'expérience du côté de la D2 allemande et du côté de l'Europe. À côté de lui, un joueur, Laidouni. Aïssa Laidouni. Le chat le réclamait, c'était bah, inquiet. Mérité. Forcément, non, mais le Là, chat, si tu le mettais pas, t'étais vraiment. mais là, j'étais one-ted pour de bon. Non, mais Aïssa Laidouni. Si tu le mettais pas. 1m83, donc un beau bébé déjà au milieu de terrain, 25 ans, valeur marchande 4 millions d'euros, joueur
déjà avec pas mal d'expérience, Coupe du Monde, et on l'a vu surtout, il joue à Ferencváros. Ferencváros, c'est tout simplement la meilleure équipe de Hongrie, équipe qui a l'habitude de jouer les compétitions européennes et notamment la Champions League. C'est un joueur en plus avec un parcours un peu particulier. Il a joué au Herbier, les Herbiers, qui a été finaliste de Coupe de France. Voilà, face au PSG. Il a joué à fait 40 poteaux dans ce match. Exactement. Il a joué du côté de Chambly aussi. Derrière, il est parti dans le FC Voluntari. Bon, les parieurs connaissent, c'est un club en Roumanie. Et puis. les bails très très simples. C'est parti. C'était ça. C'est ça. Non mais voilà, les vrais parieurs connaissent le FC Voluntari. Et puis signature derrière où il franchit encore un cap en signant à Ferencváros, une équipe qui joue l'Europe. Il a déjà gagné la Coupe de Hongrie et le championnat hongrois. Donc voilà déjà un petit palmarès pour Aïssa Laïdouni. On va continuer avec un mec à droite. Alors forcément j'avais pensé à Doan. Et Doan c'était au-dessus de cette limite. Je crois que c'était 12 millions. Du coup j'ai pris Takuma Asano, un petit peu plus vieux. 3 millions, 28 ans, poste de AD. C'est un joueur qui a joué du côté d'Hiroshima, du côté de la J-League, première division japonaise, 27 buts marqués là-bas. Il a tenté le coup en Europe et en Serbie, puisqu'il est allé au Partizan Belgrade. Partizan Belgrade où il a mis quand même 30 pions. Et derrière, forcément repéré du côté de l'Allemagne, puisqu'il a joué à Stuttgart, il a joué à Hanovre, et désormais il joue du côté de Bochum. Donc voilà, il a déjà un petit peu d'expérience de cette Bundesliga, 2 fois champion du Japon, 2 fois vainqueur de la Supercoupe, et champion de D2 allemande aussi, du côté de Takuma Asano. Donc voilà, un petit profil déjà largement intéressant. Son but contre l'Allemagne, il résiste extrêmement bien au retour. Exactement. Et franchement, la frappe qu'il met dans la lucarne de Neuer, comme ça, premier poteau. C'est un début du mondial. Ouais, honnêtement, il est très solide. Ah oui. On peut continuer avec Salem Aldosari, un des bangers de cette Coupe du Monde, de cette équipe d'Arabie Saoudite. Lui, c'est pareil. Lui, ça a été vraiment solide. Bon, pour l'exporter en Europe, maintenant, ça va être un peu plus compliqué. 31 ans, déjà un profil assez vieillissant. Ailier gauche, 1m71. Donc voilà, quand je le voyais, moi, j'ai l'impression qu'il était peut-être un petit peu plus imposant, mais finalement pas si grand que ça, parce que c'est ma taille. Donc c'est dire qu'il a un format un peu réduit comme moi. Un peu plus costaud que moi. La petite anecdote, c'est qu'il a joué toute sa carrière du côté de l'Al-Hilal, mais il a signé dans un autre club où il a joué un match. Est-ce que vous le trouvez ? C'était pas en Espagne. C'est en Espagne. Non. C'est pas l'espagnol parce que c'est Wouley. Pas l'espagnol. C'est pas Villarreal. C'est Villarreal. Ou un truc comme ça. C'est Villarreal. Il a joué un match du côté de Villarreal avant de revenir au pays dans son club de Al-Hilal. Joueur historique du club, 309 matchs, plus de 300 matchs déjà dans le club d'Al-Hilal où forcément je vais pas faire tout son palmarès, mais notamment 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions asiatiques, 5 fois champion du championnat saoudien. Donc voilà, c'est un vrai profil intéressant. Le prix, c'est 1,8 million sur Transfermarkt. D'accord. Donc abordable. Et enfin, on termine avec forcément. Magnifique. La Resta. C'est Gwesung So. Le buteur. On va pas faire de blagues sur son nom, mais. Alors lui, trop facile. Lui, c'est facile. Ouais, il est très chaud. Les gens ils forcent sur les vieux jeux de mots, on est fatigué. Lui, c'est marrant parce que pour le coup, je le connais très très bien parce qu'il avait été recruté du côté de Jeongbuk. C'est un joueur que j'ai rapidement suivi parce que Jeongbuk a tendance souvent à aller chercher notamment du côté de la D2 et souvent ils prennent par exemple le meilleur buteur de D2 pour l'exporter en première division et l'emmener directement. Sauf que quand tu es meilleur buteur de D2 et que tu te retrouves à jouer avec une équipe qui joue le titre en D1, c'est pas le même niveau et souvent ça ne marche pas. Là pour le coup quand ils ont recruté Shaw, c'est vraie bonne pioche. Donc Jeongbuk, 23 matchs, 13 buts cette saison, donc c'est quand même honorable. C'est correct. À 24 ans, profil quand même assez grand, 1m89. Donc voilà. Meilleur buteur de Kaliguan, le championnat coréen cette saison. Excellent joueur, il a gagné la Coupe de Corée, il est champion de Corée du Sud. Il a marqué 17 buts d'ailleurs avec son titre de meilleur buteur. Donc voilà, c'est un mec qui en fait confirme sans arrêt et qui marque pas mal dans le championnat de Corée du Sud et qui pourrait tenter un petit coup. En plus, c'est un profil qui est quand même assez robuste avec un petit peu de renforcement musculaire, avec une carcasse comme ça, 1m89. C'est un profil qui pourrait intéresser beaucoup de clubs et beaucoup d'équipes en Europe. Et surtout, le jeu de tête, on l'a vu, dans ses buts face au Ghana, il arrivait de derrière, il arrivait lancé, il n'avait pas peur d'aller au bouchon, au charbon, et c'est pas des tapines qu'il a eu à mettre, il rentrait vraiment dans les joueurs et dans le ballon, donc voilà, profil intéressant. Et Kanto, c'était extrêmement complet et vraiment très instructif. Bravo. Merci beaucoup pour le travail parce que vraiment monter un truc comme ça, c'est vraiment du scouting et honnêtement c'était extrêmement propre. On va vous sortir la capsule, je pense, sur YouTube si vous voulez la revoir. Et si jamais Vince Sky, il y a peut-être des affaires
affaire à faire. Hein. Ouais, les prix sont encore un peu élevés pour nous. Il y a un mec à 600K. Il y a un mec à 600 000 €. C'est vrai. On allonge, allez. Dans quelques années. Sinon, t'as Kanto, tu lui achètes quelques bières et ça fera de boulot. Oh putain, vous êtes bon. Ok. Non, mais en tout cas, c'était. Quelques c'était bières, vraiment moi je vais tondre la pelouse tous les dimanches, pas de soucis. Hein. Il est pas cher, il est pas top. cher. Il en vend pas beaucoup. Bon, merci les amis. On finit avec le Pronogate avant de passer à notre soirée de dingue, cette C'est vrai viewing que c'est dans party. 7 minutes. On va là. vous proposer, on va faire le 5 Pronogate en très rapide. Allez, c'est parti. Allez, avec notre partenaire Winamax, on va regarder ce qui s'est passé. On vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Hein. Ne pariez pas si vous n'avez pas l'âge. Et surtout, si vous pariez, faites bien attention, soyez raisonnables. Regardons le classement à jour avec Scipion, donc, qui a passé un my match. Scipion. Ça s'est joué à la toute fin. Moi, je passais mon combi si la Pologne marque pas. Et donc, tu étais premier? Non, c'est ça, c'est pas ça Je revenais à égalité Non. avec Scipion. Mais Et le chat passait aussi le truc. le FC Guez aurait devancé. Non, mais la vérité, Scipion, je suis content que tu sois devant le FC Guez qui mérite absolument pas la première place. Il mérite d'être dans le rétro, mais bien dans le rétro. Voilà, dealer. Oh, Scipion, tu mets toi en tête de ta Tu vas raison. faire des ennemis, toi. La 6, la caravane, là, direct. Ah, tu vas C'est te faire des mérité, ennemis. c'est mérité, il a raison. Allez, pleurez Attention. le chat, vous n'êtes pas premier, vous êtes naze, ma parole. Voilà pour le classement. Alors, le match du jour, bien sûr, vous allez le voir apparaître, Angleterre-Sénégal. C'est le match qu'on va se regarder ensemble pendant voilà, ces 2 heures. Et attention, Scipion a tenté un nul sur ce match-là. Zal a tenté le Sénégal. Et sinon, on a tous tenté l'Angleterre. Voilà pour nos T'as même pour pas nos tenté pronos. ton Sénégal Bah moi, non, quoi, je suis déçu. je peux pas. c'est- Ah là, le cœur, Mais c'est pas- ça s'arrête là. Hein. C'est pas le cœur, c'est que là, enfin, c'est trop logique en fait. Ça, Tu vois, c'est je vois Braque pas. de Birmingham qui a parlé. Non, c'est le vrai Braque et je suis désolé. Elle était objectif. Ok. Voilà, c'est vraiment que de l'objectivité. Sinon, j'aurais pu mettre le Sénégal pour faire le flexeur, mais à quoi ça aurait servi? Donc bon, on verra tout à l'heure. Regardons les My Match, messieurs, très rapidement. Les My Match, c'est très simple. Vous allez sur le site winamax.fr et derrière, vous pouvez composer un My Match, une combinaison de sélections sur le même match. Et donc, Bruce a tenté une cote à plus de 5 aujourd'hui. Ah, 5, pas plus de 5. Pas plus de 5. 5. Ok, d'accord. 5 piles, C'est quoi. rond, c'est carré, ça me va. Donc les deux. Alors oui, c'est sur le match Japon-Croatie. Donc pour toi, les deux équipes marquent. Double chance, Croatie ou match nul. Et donc tu vois 0-0 Ou 0-1. En fait, je vois 0-0 ou 0-1 à la mi-temps. D'accord, ok. Donc la Croatie, peut-être un 0 au match nul. Et du coup, je vois les deux équipes marquées, Ok. oui. Parce que le Japon, parce que là, ça marque tout le temps. Et je vois la Croatie gagner. Ça me choquerait pas que ça se termine au Très bien. prolongue. Très bien, ok, c'est assez clair. Notre ami Scipion, lui, il a tenté une cote à 3, tranquille. Andrej Kramaric, buteur dans ce match. Ouais, c'est vrai qu'il avait marqué un petit doublé contre le Canada et honnêtement, le Japon a encaissé un but par match. Ouais. Donc typiquement, c'est quelqu'un qui peut être trouvé. Et voilà, je pense qu'il peut faire la différence. D'habitude, j'ai toujours tenté Modric, j'ai compris qu'il marquerait peut-être pas dans cette compétition. Tu vas encore avoir ton penalty à la 94e. Ah putain, fumier. j'aime tellement cette Où vie. tu vas avoir Parce qu'en un plus, un truc chelou. Ils savent pas, c'est que tout le monde était déjà parti. Voilà, le match est fini et tout. Et comme France-Tunisie, la VAR, hop, et moi je vois, bah écoutez les gars, c'est donné quoi sur un plateau, on comprend. Bah ouais, bah écoute, regarde, c'est ton My Match qui a Ah, été choisi bon. par le FC Guez. Le FC Guez, je pense qu'il commence à se Ils dire sont- que Scipion, c'est peut-être lui qu'il faut C'est là- viser plus que Bruce. Ouais, c'est là où tu vois, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tirage. Parce que comment tu vas rattraper quelqu'un qui est devant si tu le copies? Mais tranquille, tu vois, ça réfléchit pas. Mais c'est pas grave. Messieurs, les hymnes sont partis pour ce pour ce Sénégal-Angleterre, pardon, je suis en train de me perdre, hein. C'est les émotions, c'est les Lions de la Teranga. Vinsky, un grand merci d'avoir passé Merci, ces 2 heures merci avec à vous, les nous. gars, pour l'invitation, c'est super trop cool. sympa. C'était Et vraiment plaisir. j'espère qu'il y aura un bon match ce soir. Et Ouais. je suis pour le Sénégal, moi, personnellement. Ah bah ça fait plaisir. Je Moi crois qu'on aussi. est tous ici un Moi peu aussi. plus pour le Sénégal. hein. Ouais, Ouais, complètement. hein. Après, ça va être dur, on va pas se mentir. Mais bon, ça va être pourquoi chaud, pas. mais bon. On y croit, on y croit. On y Merci croit, beaucoup, en tout cas. on y croit. Merci à toi Vinsky. Nous, on reste ici les amis, on vous l'a dit, on vous lâche pas cette soirée. On est là jusqu'à 22h, on finit le match ensemble. Et c'est Kanto donc qui va prendre ma place, qui va venir commenter ce match avec Scipion et Bruce. On sera là pour analyser, donner notre avis. Nous, Grégoire. On va hein. se faire un petit react en direct de ce match. C'est la première fois qu'on fait ça, enfin avec toute la team en jeu. Donc c'est cool. On revient dans quelques secondes les amis. À tout de suite.